Bonjour à tous, bienvenue ici sur France 3 Noix, la chaîne 100% Nouvelle-Aquitaine et bienvenue aussi ici à Talence, près de Bordeaux, pour ce Decastar 2019. On est ici à Talence. Bonsoir Marisa de Aniceto. Vous êtes ancienne heptathlète, multiple championne de France, désormais entraîneur. On est ici à Talence, il faut le dire, dans la Mecque des épreuves combinées, que ce soit le décathlon ou l'heptathlon. Chez les dames, il n'y a pas mieux au monde. C'est ce qui se fait au mieux au monde, effectivement, oui. C'est un lieu qui vous parle évidemment en tant qu'ancienne athlète? Oui, la première fois que moi j'ai fait des castars ici, c'était après mon titre de championne du monde en 2003. J'étais la plus jeune, je pense, l'année qui a suivi, en 2004. Donc oui, depuis cette date-là, quasi chaque année, j'ai pas raté le Decastar. Et d'ailleurs, pour rien au monde, je l'aurais raté. Il y en a d'autres qui ne le ratent jamais, c'est Kevin Mayer qui est encore présent cette année, lui le recordman du monde du décathlon, qui est revenu cette année sur ce Decastar. Et puis il y a aussi Nafissatou Thiam qui est présente pour la première fois, la Belge, championne d'Europe, championne du monde, championne olympique en titre de l'heptathlon. Il n'y a pas mieux aujourd'hui au monde sur l'heptathlon. C'est vous dire s'il y a aussi ce qui se fait de mieux sur la piste du Decastar 2019. Et pour nous accompagner, alors il n'est pas sur la piste, mais il n'est pas loin quand même. C'est Pascal Zudas qui est lui sur la pelouse, pas loin des trophées, je crois. Bonsoir Pascal. Pas loin des trophées, bonsoir Benoît. Le trophée, là, c'est celui de l'heptathlon, donc celui que rêve de décrocher Nafissatou Thiam demain soir à l'issue du week-end et des 2 jours de compétition. Trophée dans lequel brille le soleil. Il fait très chaud sur le stade, très chaud avec un petit vent, vous allez voir, sur ce bac à fleurs magnifique. Au pied de la piste, il y a un petit vent tournant, ça gêne peut-être les concurrents lors des épreuves. On a vu que pour l'instant, ça ne gênait pas vraiment l'Américain à la hauteur qui vient de battre son record personnel avec un saut à 2,13 m. Toujours est-il que pour l'instant, il fait chaud, il fait beau. Kevin Mayer est bien là. Il a décidé, vous allez le voir tout à l'heure, de ne pas participer peut-être aux 2 dernières épreuves pour se protéger. Il a en vue l'objectif Doha, championnat du monde, au mois de septembre et début octobre. Donc Nafissatou Thiam est là. Elle va bientôt partir sur le 200 mètres. On ira forcément la voir tout à l'heure. Kevin Mayer est là et évidemment la bordelaise Solène Ndama qui vise, elle, la qualification pour l'Euro. Tout le monde est en forme, tout le monde est présent. Il fait beau, il fait chaud, il y a un petit peu de vent. Tout pour faire de belles performances à Talence 2019, 43e édition. On le disait Marisa, Kevin Mayer, recordman du monde l'année dernière. On ne peut pas évidemment ne pas évoquer ce qui s'est passé ici l'année dernière. C'était en septembre dernier. 9126 points, record du monde désormais du décathlon pour le français Kevin Mayer. Rien que de le dire, 9126 points, on a du mal à y croire encore. Oui, effectivement, c'est vrai que l'année dernière, on a vécu un moment extraordinaire. On avait l'impression à chaque épreuve de découvrir un nouveau Kevin Mayer et qui nous a fait rêver vraiment sur les 2 jours et ça a été un week-end extraordinaire. On vient d'apercevoir la hauteur avec Zimek qui malheureusement échoue 3 fois à 2,16 m. C'est vous dire les hauteurs qu'on est en train d'atteindre du côté de la hauteur masculine. Il y a aussi eu de très grosses performances, notamment dès ce matin. On va regarder ça tout de suite. D'abord avec notamment le 100 mètres et la série de Kevin Mayer. Le 100 mètres, c'est la première épreuve lorsqu'on attaque un décathlon. On va regarder sa course. C'était ce matin, enfin quasiment à midi même, avec le 100 mètres. Et vous le voyez, Kevin Mayer dans la 2e série, celle des plus rapides. Kevin Mayer au 4. Attention également dans cette série à Pierce Lepage, juste à côté de Kevin Mayer, au couloir 3. Pas de faux départ et ça part vite. Et c'est Pierce Lepage qui prend le meilleur départ. On le voit dans ce couloir 3 derrière. On a l'impression que Kevin Mayer se crispe un petit peu. Il va terminer 2e derrière un énorme Pierce Lepage. 10,33 au départ, corrigé ensuite Marisa en 10,31. Record personnel pulvérisé par le Canadien. Un gros chrono effectivement pour le Canadien, mais Kevin a pris un très bon départ. C'est vrai que la fin de course avait l'air un tout petit peu crispée pour Kevin, mais un bon départ quand même de sa part, ce qui promet pour les prochaines compétitions. Parce que quand on dit 10,31 pour Lepage, derrière c'est quand même 10,60 pour Kevin Mayer. C'est très rapide, c'est seulement 5 centièmes de plus que son record personnel de 10,55 sur 100 mètres. Ça partait très bien pour Kevin Mayer aussi. C'est un très bon chrono pour Kevin pour une première sortie, effectivement. Ouais.
Derrière, les dames, évidemment, se sont présentées ensuite pour leur première épreuve. Vous en savez quelque chose, Maresa. On débute évidemment un heptathlon par le 100 mètres haies chez les dames. Et là aussi, il y a du beau monde, on vous le disait, avec Nafissatou Thiam. Le 100 mètres haies, c'est pas forcément, évidemment, sa spécialité. Alors, elle est dans la première série, celle de Quaresma, la portugaise, notamment. Vous le voyez dès ce matin, les tribunes qui étaient déjà bien remplies ici. La japonaise Yamasaki et une dame que l'on connaît bien, que vous connaissez bien, Antoinette Nanajimu au couloir 3, de retour de blessure d'une année 2018 compliquée. Nanajimu, opérée d'ailleurs à la cheville, je crois. Au coude. Et au coude aussi. Elle a toujours un petit strap aussi d'ailleurs sur la cheville. Les connaissez, attention à cette jeune femme, Koala, qui peut aller très très vite sur les haies. Et puis on vous le disait, pour la première fois de sa carrière, elle est présente ici au Decastar. Nafi Thiam, l'une des rares jeunes femmes dans l'histoire à avoir dépassé la fameuse barre des 7000 points. Oui. Voilà, et tout de suite, le Louis d'Or pour le vainqueur du 100 hauteur, et c'est monsieur Pierre Oteiza qui nous régale et qui a eu la riche idée depuis plusieurs années de nous faire profiter de ce produit basque. Et si vous êtes dans le Pays Basque, n'hésitez pas à aller le voir. C'est un délice, systématiquement et à chaque fois. Il y avait quelques-uns justement de l'équipe de Pierre Oteiza qui viennent là-bas. Le vainqueur de la hauteur. C'est parti pour ce 100 mètres haies avec, on vous le disait, l'excellent départ de Koala au couloir 5 à l'extérieur. Elle est en train de produire son effort entre les haies. C'est elle qui va le plus vite pour l'instant. Attention à Najimu qui est un petit peu derrière, qui va terminer 4e, la française. La victoire très large de Koala et l'excellent chrono de Marthe Koala, qui elle aussi, comme Pierce Lepage tout à l'heure lors du 100 mètres, pulvérise son record sur le 100 mètres haies avec un 12,91 excellent. Pardon, pas un 12,91, un 13,10 excellent de la part de Marthe Koala. Oui, elle fait une très belle course avec un très bon départ aussi. Et malheureusement, Antoinette est un petit peu en retrait malgré un très bon départ aussi sur les 3 premières haies. Et Koala finit très très fort. On a envie évidemment de vous parler ensuite de la deuxième série, celle d'une certaine Solène Dama, qu'on a évidemment vu exploser l'année dernière du côté de Berlin lors des championnats d'Europe, finaliste du 100 mètres haies, alors qu'elle est heptathlète, c'est évidemment l'une de ses spécialités. On la retrouve sur ce qu'elle préfère, elle l'a dit après Berlin, je reste quand même sur l'heptathlon, je ne vais pas sur le 100 mètres haies. N'empêche qu'une fois qu'elle est au départ d'un 100 mètres haies comme ça peut aller très très vite. Oui, c'est ce qu'elle va nous montrer sur cette deuxième série. Elle est capable d'aller aussi vite dans un heptac sur une course de haies en individuel. Esther Turpin, autre française avec Antoinette et avec Solène, présente ici, juste aux côtés de la néerlandaise Anouk Vetter qu'on connaît bien sur le circuit. Et donc la voici, la bordelaise, Solène Dama chez elle pour ce Decastar qui est un petit peu tiraillé entre la pression d'être chez elle mais aussi toute l'envie qu'il y a derrière de démontrer ce qu'on sait faire devant ses proches. Je pense que là-dessus, elle a pas mal progressé, Solène. C'est vrai qu'il y a quelques années, c'était pas vraiment, elle s'engageait pas vraiment sur l'heptathlon, mais elle se sent de plus en plus à l'aise, notamment depuis l'année dernière. Solène, couloir 6, attention, Solène Dama. Ça peut aller très très vite, ça peut aller, pourquoi pas, sous les 13 secondes sur cette deuxième série du 100 mètres haies. La maintenance du stade de nous rejoindre, s'il vous plaît. C'est parti pour cette deuxième série du 100 mètres haies. Là aussi, ce midi. Et c'est Solène Ndama, comme prévu, qui prend les devants. On la voit déjà en avance sur les haies. Au passage, elle a quasiment une haie d'avance maintenant. Solène Ndama qui déroule et qui passe sous les 13 secondes ce midi. La très très bonne nouvelle pour Solène Ndama en 12,91. Ce n'est pas évidemment son record personnel de 12,77, mais en heptathlon, c'est certainement sa meilleure performance. En heptathlon, oui, c'est sa meilleure performance. Surtout que sur cette course, elle ne sort pas en tête. Par contre, elle revient mais tellement forte derrière, tellement agressive.
D'où le chrono, je pense qu'on va avoir des belles surprises sur la suite de la saison. Et justement, qu'est-ce qu'il en pense? L'entraîneur Pascal Moreski de Solène Ndama, eh bien, il est avec Pascal Zudas. Ouais, on va demander à Laurent, justement, Laurent, un début, une première journée d'heptathlon pour Solène qui est vraiment bonne parce que meilleure pour la première fois, elle descend en dessous des 13 secondes sur les haies. Au poids, c'était pas mal. On sent qu'elle est bien dedans puisque l'objectif, c'est quand même de décrocher les minima pour l'Euro. Ouais, en fait, donc sa meilleure première journée. Alors le 200 n'est pas fini, mais pour l'instant sur les 3 premières épreuves, elle n'a jamais fait un total aussi gros. Il y a 2 épreuves où elle aurait pu gagner un peu plus de points, mais ça reste ses standards, donc elle reste dans ses perfs moyennes et elle reste sur sa marge de manœuvre pour atteindre ses objectifs numériques, qui sont la qualif aux Europes et éventuellement aussi les minima pour le championnat du monde à Doha. Alors la qualif, c'est autour de 6000 points, si je ne me trompe pas. Elle est plutôt pas mal là. Alors pour les Europes espoirs, donc de sa catégorie d'âge, c'est 5600 points. Ça semble quasi acquis à part blessure ou grosse contre-performance. Et pour les mondiaux, ça va être 6300 points. Et pour l'instant, elle est sur 6350, 6400. Donc on est bien, mais il reste 4 épreuves, c'est pas fini. Il ne faut jamais prendre la peau de l'ours avant d'avoir tué. Donc on va rester raisonnable. Raisonnable avec effectivement la présence de Nafissatou. Alors évidemment là, la reine pour l'instant elle est intouchable, mais on a l'impression que connaissant Solène Ndama, la guerrière Ndama, ça va pas durer longtemps comme ça parce que renverser la hiérarchie, ça fait plaisir à Solène. Alors ouais, actuellement Nafissatou est au-dessus de Solène, c'est indéniable et ça serait utopique de croire qu'on peut la battre. Mais dans les années à venir, effectivement, c'est un objectif qu'on a, que Solène soit la meilleure. Et donc, mais pour être la meilleure, il faudra qu'elle batte tout le monde. Donc il faudra qu'elle batte aussi Nafissatou. Et j'espère bien qu'elle y arrivera. On dit c'est loin, les JO de Tokyo, ça peut être justement le premier objectif pour aller titiller la hiérarchie de Nafissatou, au moins essayer de décrocher une médaille olympique, parce qu'une médaille olympique, il y a eu l'Euro avec la médaille de bronze à Glasgow, en salle, c'est top. Maintenant, une médaille olympique, c'est énorme, c'est le Graal. Ouais, la médaille olympique, c'est le Graal. Donc Tokyo, c'est un passage où on veut aller parce que effectivement, pour préparer Paris, ça serait une première Olympiade. Et l'objectif, vraiment des objectifs, à moyen terme et avec un plan de carrière, j'ai envie de dire idéal, parce qu'on ne sait pas de quoi demain sera fait, ça serait d'être au top du top en 2024 à Paris, à la maison, et là, jouer les premières places à Paris. En doublant avec les haies, parce qu'on sait que, c'est toujours la question, je sais que je vous embête avec ça, il y a la question, on sait que Solène en heptathlon c'est extraordinaire, mais en haies c'est juste une pépite de l'athlétisme français, on a envie de la voir sur les haies, sur une épreuve pour essayer aussi de se qualifier. C'est déjà arrivé en finale, mais aussi aller chercher une médaille. Alors les haies, c'est une épreuve qu'elle maîtrise très très bien, où elle est très très forte et où elle peut faire des très grands championnats et elle peut faire des très bons résultats. Pour l'instant, dans l'état d'esprit et dans ce qu'on s'est mis en place, nous on est plutôt sur des épreuves combinées, Solène sait ce qu'elle veut aussi. On ne se ferme aucune porte, on se donne sa possibilité et d'évoluer à notre bon vouloir et sur les haies ou sur les épreuves combinées. Et de toute façon, pour progresser en épreuve combinée, il faut progresser sur les haies. Donc le double projet tient tout à fait son sens. Et voilà, si on voit qu'il y a une ouverture sur les haies, on ne se privera pas d'aller sur les haies comme elle a fait en junior quand elle a été championne d'Europe junior sur les haies. Explosive comme elle est, avec l'allongement de la distance dont on parle en ce moment, c'est dans les tuyaux, avoir un haie un peu plus long, ça peut justement faire pencher la balance parce que ça peut lui plaire, ça forcément. Je sais que vous commencez à travailler justement la fréquence sur les haies. Alors ouais, là on est dans la période où on traverse la fréquence, ce qu'on appelle la résistance vitesse, donc c'est la résistance de toujours rester très très régulièrement entre les sur tous les intervalles, mettre de la cadence. Donc c'est à la confrontation qu'on le fait, c'est aussi l'entraînement, mais c'est beaucoup à la confrontation, donc ça demande de courir beaucoup avec des feats très fortes. Et Solène progresse physiologiquement sur ça. Mais on a aussi 4 épreuves très techniques qui sont les concours. Où là elle part d'un peu plus loin et où elle progresse aussi et d'année en année ça progresse. Donc pour l'instant elle progresse partout, donc on ne se ferme pas de porte et effectivement l'explosivité étant son point fort, les épreuves où ça pète, elle aime ça quoi. Merci beaucoup Laurent, on va suivre dans quelques secondes Benoît le 200 mètres de Solène Ndama. Merci Laurent. Merci beaucoup à Laurent Moreski, l'entraîneur donc de Solène Ndama. Marissa, on parle quand même notamment d'une qualif pour les Europes Espoirs, parce qu'il faut rappeler que Solène Ndama n'a que 20 ans seulement. Oui, Solène, elle est juste encore espoir et
C'est vrai qu'elle a tellement une marge par rapport à nos espoirs françaises qu'on oublie qu'effectivement cette année elle a encore espoir et qu'elle a quand même une médaille à aller jouer au championnat d'Europe avant de penser au championnat du monde à Doha. On rappelle qu'elle est allée chercher cet hiver une médaille de bronze au championnat d'Europe en salle sur l'heptathlon, qu'elle a égalé le record de France d'une certaine Antoinette Najimou qui dit, Antoinette, elle est plus forte que moi au même âge, c'est certain. Elle peut aller plus loin. C'est toujours un peu difficile de comparer parce que c'est pas les mêmes morphologies, c'est pas les mêmes qualités physiques. Je pense qu'il faut prendre les choses pas à pas et Solène elle a des grandes qualités, notamment d'explosivité, comme vient de dire son entraîneur. Donc il faut la suivre. Et puis elle a aussi quelques lacunes, heureusement pour elle, elle est humaine. Il y a notamment ce javelot qui ne dépasse pas les 40 mètres, ça aussi c'est un handicap. Elle a fait appel à un certain Raymond Hecht, ancien lanceur de javelot allemand qui avait dépassé à l'époque les 92 mètres, qui habite désormais en Lot-et-Garonne et qui vient la voir au moins une fois par semaine. Ça aussi, ça peut l'aider à passer un cap, d'avoir un grand champion comme ça, spécialiste du javelot pour l'aider à passer ce cap. Je pense que c'est un choix judicieux de sa part. De toute façon, on sait qu'à l'heure actuelle, les meilleurs lanceurs, lanceuses, ça se passe en Allemagne. Donc c'est une bonne idée qu'elle a eue de solliciter un entraîneur de lancer d'origine allemande. Je pense qu'avec ça, il y a des grandes chances qu'elle puisse aller très très loin au javelot. C'est aussi une attitude que vient de reprendre aussi Kevin Mayer à son compte. Ça fait des années désormais que Kevin Mayer va voir par exemple Renaud Lavilloni à Clermont pour progresser à Perche, va voir Mélina Robert-Michon à Lyon pour progresser en disque. C'est des choses aussi qu'on ne voyait pas il y a encore une dizaine d'années du côté des épreuves combinées. Oui, c'est des choses qui se faisaient pas trop en épreuves combinées parce qu'on avait l'esprit un peu fermé en disant que les épreuves combinées c'était une seule et même discipline, même si c'est le cas. Mais rien n'empêche justement, si on veut aller encore plus loin, d'aller chercher un petit peu des spécialistes. Moi-même j'avais fait ça quand je suis rentrée chez mes parents en 2012 en Charente où j'avais sollicité Gérard Lacroix sur les haies et à la vitesse, Daniel Desmier à la longueur. Et Jean-Pierre Taureau au javelot, on a bien vu le résultat. C'est grâce justement à ce staff-là que j'ai pu me qualifier aux Jeux Olympiques en 2012. Alors je jette un petit coup d'œil là-bas, on est en train de se préparer du côté du 200 mètres féminin. Le 200 mètres féminin, c'est ce qui va terminer la journée du côté des dames, les 4 premières épreuves. Qu'est-ce qu'on peut attendre sur cette fin de journée, notamment de Solène Ndama, pour aller encore un petit peu grappiller des points et aller peut-être pas chatouiller, on parlait de Nafissatou Thiam, il y a encore une grosse marge entre les deux heptathlètes. Il y a plus de 1000 points dans leur record personnel pour l'instant. Ce qu'on peut lui souhaiter à Solène, c'est de faire un gros départ bien poussé, au moins jusqu'aux 50 premiers mètres pour pouvoir justement conserver de la vitesse le plus longtemps possible. Et forcément, si elle met ça en place, derrière, il y aura un gros chrono. Juste un mot avant d'aller sur ce 200 mètres, Marissa, sur Nafi Thiam. On est français, on a du mal évidemment peut-être à comprendre l'ampleur du phénomène Nafissatou Thiam. Mais quand on rappelle qu'elle a passé les 7000 points, qu'elle se rapproche vraiment du record d'Europe d'une certaine Carolina Klüft, qu'elle est championne d'Europe, championne du monde, championne olympique, qu'est-ce qu'elle peut espérer désormais? Qu'est-ce qui la fait continuer alors qu'elle est encore très jeune, qu'elle n'a que 24 ans? C'est vrai que ça peut paraître un peu aberrant comme ça pour monsieur et madame tout le monde, mais à cet âge-là, elle sait très bien qu'elle a encore une grande marge de progression, sachant qu'en plus en épreuve combinée, la maturité elle est assez tardive, donc c'est pas parce qu'aujourd'hui elle a la deuxième perf à la hauteur à 2,02 que dans 4-5 ans elle fera pas mieux. Donc je pense qu'elle court aussi surtout après ça. Aller atteindre, je ne sais pas si elle a des limites, mais aller titiller le plus haut possible. Et puis sans oublier quand même, il y a le record du monde aussi en jeu. Donc je disais que Kevin en 2012 nous disait qu'il serait capable un jour de battre le record du monde. Je pense que pour Solène, c'est la même chose. Pour Nafissatou, c'est la même chose. Et on espère que le lapsus sera révélateur aussi. J'espère aussi que le lapsus sera révélateur un jour, parce que c'est vrai que Solène, elle a aussi quelques dizaines d'années devant elle pour aller battre le record du monde, j'espère. Sauf que le record du monde pour l'instant c'est plus de 7200 points et que pour l'instant pour Solène le premier objectif c'est déjà de passer pour la première fois de sa carrière les 6000 points.
Ce sera déjà pas mal si elle atteint les 6300 par exemple pour aller se qualifier pour Doha par exemple. Et pour revenir sur Nafissatou Thiam, juste derrière nous là, vous ne le voyez pas mais il y a la tribune de presse. Je peux vous dire que la délégation de journalistes belges est assez impressionnante. C'est comme ça partout où elle va, Nafissatou Thiam qui emmène derrière elle les télévisions, la presse écrite, la radio. Il y a quasiment à chaque fois une bonne vingtaine de journalistes belges. Ça aussi, c'est la preuve du phénomène quand même Nafissatou Thiam en Belgique. Oui, je pense qu'elle est devenue l'emblème un petit peu de son pays. Et, c'est normal qu'il y a tout un engouement autour d'elle, surtout que c'est une fille qui est vraiment très gentille, accessible, adorable. Le public aime ça et je pense que c'est un exemple, un modèle pour des jeunes athlètes. Alors le 200 est en train de se mettre tranquillement en place. On a un tout petit peu de retard du côté de l'organisation. Voilà, le 200 mètres va avoir lieu maintenant. Et là encore, évidemment, il va falloir garder un petit peu d'énergie du côté de ces jeunes femmes qui vont évidemment boucler cette journée. Pour les hommes, ce sera tout à l'heure. Évidemment, vous ne raterez rien sur le 400 mètres qui bouclera la journée chez les hommes. Il l'a évoqué tout à l'heure, Pascal Zudas. Kevin Mayer ne prendra pas part, on vous le dit tout de suite, à cette épreuve du 400 mètres. En tout cas, juste au départ pour rester dans les clous. Il sera là demain matin, mais il se préserve pour l'instant parce qu'évidemment, on l'a dit, l'objectif, c'est Doha, c'est pas maintenant. Oui, Kevin, il l'a dit après le lancer de poids qu'il ne se sentait pas spécifiquement très en forme pour aller finir ce décathlon. Et je pense que s'il y a bien un athlète qui se connaît bien, c'est lui. Il faut lui faire confiance. Alors je ne sais pas si Pascal est pas loin du 200 mètres ou s'il a croisé notamment Kevin Mayer, mais normalement, d'après le règlement, Kevin Mayer doit rester sur le stade, doit être présent à chaque fois dans les autres épreuves s'il veut participer demain. Et la première série du 200, ça y est, elles sont là, ces jeunes femmes, pour la première série du 200. C'est tout au loin là-bas dans le virage. C'est parti pour ce 200 mètres. Et le très bon de l'Estonienne qui est en train de faire un très bon virage à côté de Nafi Thiam qui, vous le voyez, a le petit dossard rouge de leader. Désormais, ça change après chaque épreuve. Et Nafissatou Thiam qui est en train de produire son effort, qui est poussé dans ses retranchements, là, qui va quand même s'imposer sur ce 200 en moins de 25 secondes, 24,58 avant correction peut-être pour Nafissatou Thiam qui a été poussée dans ses retranchements là. Oui, elle ne prend pas un super départ, elle a eu un tout petit peu de mal sur la fin de course où on la voit un petit peu assise et à souffrir un petit peu. Saïdeko a pris un bien meilleur départ que Nafissatou. Griff Saïdeko qu'on a vu effectivement quasiment devant elle dans le virage et puis derrière Nafissatou Thiam qui a produit son effort, qui est encore un petit peu essoufflé, qui va prendre son temps pour récupérer évidemment après ce 24,58 confirmé pour l'instant pour Nafi Thiam qui va répondre, qui va aller se poser carrément pour récupérer. C'est normal, c'est la fin de la première journée pour cette jeune femme et pour la championne du monde et championne olympique en titre. Et on revoit ce ralenti et quand même elle force un petit peu là sur la fin, Nafi, pour s'imposer. Elle se bat vraiment pour s'imposer et après c'est toujours pareil, c'est son premier hepta. Donc c'est pas toujours évident d'être au top et en forme sur chaque épreuve. Le plus important, c'est de se battre et d'aller chercher le chrono parce que c'est ce qui fait la différence après pour le classement. Grift Saïdeko, l'Estonienne, qui avait couru en 13,25 ce matin sur le 100 mètres haies, avec quand même 24 centièmes de mieux que Nafi Thiam. C'est vous dire si elle est rapide sur le sprint, sur les haies. C'est pas une surprise de voir l'Estonienne pousser Nafi Thiam dans ses retranchements. Mais elle est toujours leader et elle le sera demain matin, Nafi Thiam, avec ce petit dossard rouge là de leader. On attend évidemment qu'elle récupère et on espère évidemment que Pascal Diaz va pouvoir aller chercher quelques réactions du côté de Nafi Thiam, qui est pour l'instant en tête, qui le sera demain. Et on enchaîne avec la deuxième série, avec notamment la Française Esther Turpin. Solène Dama au couloir 5. Numéro 5, Xenia Krizan, Hongrie, 4e de l'État pour l'instant. Xenia Krizan devant elle. Et au 6, une grande dame, Antoinette Nanadjimou, avec le haut jaune fluo que vous voyez là-bas. C'est Antoinette, double championne d'Europe quand même, on le rappelle, de l'heptathlon.
double championne d'Europe aussi du pentathlon en indoor, palmarès long comme le bras du côté d'Antoinette Nadjimou. Oui, c'est une grande dame, Antoinette, une grande dame de l'heptathlon. Qui fait son retour réellement, vraiment, cette saison après son opération au coude, après ses petits bobos à la cheville. C'est dur hein, de revenir pour Antoinette, 33 ans maintenant Antoinette, qui est donc tout là-haut, là au couloir 6. On va surveiller aussi Solène Ndama au couloir 4. Les 3 Françaises sont présentes dans cette course. C'est parti avec Solène Ndama qui pour l'instant fait un très bon virage. Elle est en train de reprendre déjà le décalage et maintenant il faut tenir pour Solène Ndama qui va sortir en tête dans l'entrée de la dernière ligne droite. Allez Solène jusqu'au bout maintenant pour aller chercher un chrono. Elle va forcément s'imposer maintenant. On va jeter un coup d'œil sur le chrono pour Solène Ndama, la bordelaise qui est poussée par le public. Il faut tenir jusqu'au bout en 24 secondes, 24 centièmes pour Solène Ndama. Je jette un coup d'œil sur les 24,05 qui sont son meilleur chrono. Elle n'est pas loin de son record personnel. C'est encore une très belle performance de la part de Solène. Et elle fait une très belle course. Comme je disais tout à l'heure, là, il fallait absolument lancer la course sur les 50 premiers mètres et c'est ce qu'elle a fait. Et le chrono parle de la manière dont elle a couru. 25-40 et Antoinette 25-92. 25,92. Je jeter un coup d'œil aussi pour Antoinette Nadjimou. Rendez-vous demain, mesdemoiselles, pour le... Et elle a du mal à récupérer. On l'a vu partir très vite, Solène Ndama. Elle avait repris son décalage quasiment avant la sortie du virage. Et derrière, il fallait tenir. On va peut-être donner un petit mot, évidemment, au speaker. Tu es satisfaite notamment de tes performances sur les haies et sur 200 mètres? La première journée, oui, je suis très contente. Après, je me suis fait un petit peu moins quand même sur 200, mais c'est pas grave, ça sera pour la prochaine fois. Et puis, voilà, en plus, c'est du top, franchement, le kiff. Le petit bilan de cette première journée, on a envie d'avoir découvert le public de Talence en tant que médaillé. Ouais, franchement, c'est trop bien. En plus, c'est pas venu. Non, franchement, c'est trop bien. Merci d'être là. Il y a toujours cette fraîcheur et cette insouciance du côté de Solène Ndama qui est contente d'être là, tout simplement, et de s'exprimer. Et on revoit sa dernière ligne droite. Alors on profite de ralenti évidemment et on va retrouver Pascal Zudas en bas sur la piste. Justement en présence de Solène. Solène, on sent que cette première journée c'est plutôt pas mal. Les haies c'était vraiment top. Là le 200 il a fallu s'arracher mais c'est bon ça. C'est bon. Franchement c'est cool. Après je suis un petit peu déçue du 200 quand même. Je m'attendais vraiment à mieux. Mais bon vu les conditions, je suis pas sûre qu'il y avait plus 0,4. J'étais vachement sauté de face hein, mais bon. C'est pas grave, c'est cool. Je suis très contente de cette première journée et puis on verra demain, c'est pas fini. Hein. Ouais, comme disait Laurent, on est sur des bonnes bases en tout cas, notamment pour la qualif, pour l'Euro Espoir, mais aussi peut-être pour aller titiller justement la qualif directe pour Doha pour être tranquille et bien se préparer. Voilà, c'est ça, on était venus ici vraiment pour assurer la qualif pour les Europes. J'ai dans le petit coin de ma tête Doha, mais il y a encore une échéance les Europes, donc si c'est pas ce week-end, ça sera aux Europes. À la maison, ça fait du bien parce qu'on attendait depuis le temps qu'on parle de voir Solène à Talence. C'est un grand truc parce que le public il est derrière. Ouais, c'est ça. Et puis c'est surtout, j'ai déjà fait le Décastar mais pas du tout en forme. Je devais avoir 8 kilos en plus. Enfin bon, bref. Voilà, mais je suis très contente. C'est hyper bien de venir ici. Je dors chez moi. C'est plus tranquille, quoi. Je suis plus posée, on va dire. Donc voilà, je suis à la maison et puis je me prends pas la tête en piste. C'est trop bien. Et quand Solène ne se prend pas la tête, Solène performe, on sent que tu es hyper sereine. On s'est croisés avant le début, tu me disais, moi je suis cool, je suis au top. Ouais, franchement, je suis toujours détente et puis Laurent aussi, donc il n'y a pas de raison. Je joue pas grand chose ici à part la qualif aux Europes, donc je suis détente, quoi, c'est cool. Qu'est-ce qu'on peut attendre de toi pour cette deuxième journée? Forcément, il y aura un peu de pression parce que là, tu vas aller chercher quand même des bons points. J'espère déjà 2 records en longueur et au jab. Et puis après, c'est au mental. Hein. C'est au mental de 800, donc voilà, on va bien voir. Merci beaucoup Solène, bonne récup pour demain. Et on a aperçu évidemment là, pendant qu'on écoutait les derniers mots de Solène Ndama, la victoire encore une fois de Marthe Koala qu'on avait vu ce matin s'imposer sur le 100 mètres haies et encore toutes les qualités de course évidemment et de vitesse de Marthe Koala qui s'impose en moins de 24 secondes. On attend le chrono.
Voilà, 23,79 et encore un record personnel battu décidément par Marthe Koala, qui est en train de réaliser elle aussi une sacrée performance depuis ce matin. Après, c'est vrai qu'il faut savoir que l'heptathlon, c'est une épreuve à 100% explosive. Quand on comptabilise l'ensemble d'efforts fournis lors d'un heptat, ça équivaut juste à 7 minutes d'effort. Donc je pense que c'est quand on commence à préparer des jeunes dans cette discipline, il faut avant tout privilégier la vitesse et l'explosivité. Et je pense que c'est ce que son entraîneur a compris. Et juste pour revenir une seconde quand même sur l'interview de Solène Ndama, qui ne parle que de plaisir, que de fraîcheur, que d'être content d'être là et même de dormir à la maison, tout ça. On sent quand même une athlète qui est bien dans sa tête et forcément d'ailleurs sur la piste ça se ressent. Oui, Solène, elle montre qu'elle est vraiment détendue et elle est là pour se faire plaisir et pour faire plaisir au public. Et généralement, ce mélange ne peut donner que de la performance. Le plus 0,4, pour ceux forcément qui ne connaissent pas très bien l'athlétisme, c'était la vitesse du vent. Plus 0,4, ça veut dire que sur ce 200 mètres, d'après ce que j'ai compris dans les propos de Solène Ndama, normalement le vent était plutôt dans le dos des athlètes. C'est pas forcément ce qu'elle a ressenti, c'est peut-être tout simplement parce qu'elle va très vite dans la ligne droite et qu'avec le vent, évidemment, elle le trouve de face. Non, je pense qu'il y avait quand même un peu de vent de face. Peut-être le vent était de dos dans le virage, mais à mon avis, il y a dû y avoir un peu de vent quand même de face sur la ligne droite. Un vent qui a beaucoup perturbé notamment les athlètes ce matin sur la longueur chez les messieurs. Je ne sais pas si on est déjà prêt, mais peut-être qu'on peut regarder tout simplement ce qui s'est passé ce matin sur la longueur messieurs, évidemment, avec notamment Kevin Mayer sur cette longueur qu'on attendait évidemment. Regardez Kevin Mayer qui est là, c'était ce midi. Kevin, il attend que le vent s'arrête parce que c'est son 3e essai. Il a déjà mordu 2 essais. Et le concours a été vraiment perturbé par le vent. On le voit, il est quasiment à 7,70 Kevin. On le voit, il est quasiment à 7,70 Kevin. Le problème, c'est qu'il boitille et surtout, c'est qu'il a mordu. C'est le 2e essai de Kevin Mayer. Et malheureusement, Kevin qui a mordu. On est dans des conditions très compliquées puisqu'il avait mordu aussi son premier essai, Kevin Mayer. Et là, on se dit, aïe, 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 attention, on est dans la configuration de Berlin. On rappelle qu'au championnat d'Europe de Berlin, Kevin Mayer avait mordu ses 3 essais. C'est la 2e épreuve seulement du décathlon et derrière, il avait arrêté. Oui, j'étais dans les tribunes et c'est vrai que les gens disaient la même chose. Il ne faudrait pas qu'on se retrouve dans la même configuration qu'à Berlin. Mais je pense que ce n'était pas du tout l'état d'esprit de Kevin. Il était vraiment là pour faire de la performance. Et d'ailleurs, il l'a montré sur son dernier essai. C'est vraiment une question de vent et de réglage de marque. Le concours a été difficile pour tout le monde parce que le vent il tournait tout le temps sans cesse. On vient d'apercevoir derrière le Belge Kevin van der Platsen, champion d'Europe 2016 à Amsterdam, un peu surprise à l'époque. Kevin qui a du mal derrière à confirmer, qui attend là son résultat sur ce saut en longueur. Et on a senti tout à l'heure, évidemment ça va mieux maintenant, mais on a senti évidemment beaucoup de tension quand même dans le clan de Kevin, notamment parce qu'on le voit boiter d'une part, et ensuite parce qu'on se dit si Kevin mord son 3e essai, ça fera 0, ça fera mauvais effet quand même. Oui, les gens c'est ce qu'ils pensaient, mais je pense que il est là avant tout pour prendre des repères, jouer un petit peu aussi, étant donné quand même qu'il y a des adversaires dans ce concours. Et un adversaire de poids, en voilà un. Pierce Lepage, le Canadien, qui vous l'avez vu tout à l'heure, avait couru en 10,31 au 100 mètres. Quand on va vite, en général, au sprint, on est plutôt pas mal en longueur. Et regardez ce qu'il va nous faire, le Canadien, qui va aller très très loin, encore une fois, Pierce Lepage. Sans prendre la planche, bien évidemment. Comme certains sprinteurs qui font de la longueur derrière, qui ne prennent pas vraiment le temps de travailler la planche. Ça montre aussi surtout la marge de progression qu'il a, Pierce, parce qu'il est vraiment loin de la planche et il fait 7,87 comme ça. Je pense que c'est un garçon, peut-être sûrement à la fin de la saison, qui va faire plus de 8 mètres, c'est sûr. Un garçon qui, vous le voyez, alors pas derrière, mais devant, le petit dossard de leader, je vous le disais tout à l'heure, 7,87, record personnel battu. C'est le 2e record personnel battu par Pierce Lepage d'affilée dans ce décathlon. Ça me rappelle le départ de Kevin Mayer l'année dernière, qui avait commencé par 2 records personnels aussi sur 100 mètres, puis sur la longueur avec un 7,80.
bien parti. Pierce Lepage. C'est vrai qu'il est bien parti pour ce décathlon. Généralement, il a une grosse première journée quand même, Pierce. Il avait quelques difficultés les années précédentes, notamment sur la perche. Mais c'est un garçon que moi je suis sur Insta, donc qui a pas mal progressé. J'espère qu'il le prouvera demain à la perche, qui a pas mal progressé sur ses points faibles, la perche et le javelot. Un garçon que vous croisez régulièrement du côté de Montpellier, c'est Benjamin Ougardi, surnommé par tous ceux qui le croisent le Belge. Alors évidemment, il est belge, c'est vrai. C'est aussi le surnom que lui accole tout le monde désormais du côté du Krebs de Montpellier, parce que ce garçon est devenu peu à peu le partenaire d'entraînement privilégié de Kevin Mayer. Oui, Benjamin, alias le Belge, ça fait maintenant quelques années qu'il est partenaire d'entraînement de Kevin. C'est un gentil garçon qui, pareil, progresse d'année en année. Donc, il fait du bien au quotidien à Kevin, parce que c'est vrai que c'est pas forcément évident de s'entraîner seul, parce qu'il n'a pas forcément les mêmes horaires que ses collègues. Kevin qui joue carrément les coachs parfois avec lui, notamment sur les compétitions, mais aussi à l'entraînement. Ils échangent beaucoup, ces deux garçons, et ils se filment parfois. Un autre Français, c'est Jérémy Lelièvre ici, à la longueur. J'ai l'impression que c'est mordu, et largement de la part de Jérémy Lelièvre, confirmé par ce drapeau rouge, pour confirmer que ce pied a largement entamé la plasticine au niveau de la planche. Il n'y aura pas de mesure. Il n'y aura pas de mesure parce que c'est mordu. Jérémy, il a assuré un saut sur le premier à 7-10 ou 7-14, je ne sais plus trop. 7-14, ouais. 7-14, et derrière, il a essayé de prendre des risques et essayer de jouer aussi un petit peu avec le vent. Ça n'a pas marché pour aujourd'hui, mais ça marchera pour une autre fois. Et pendant que les garçons, tout à l'heure, étaient du côté de la longueur, ces jeunes femmes entamaient, elles, la hauteur. C'est le cas de la japonaise Yamasaki. Évidemment, quand on parle de hauteur, on attend au bout Nafissatou Thiam, qui, elle, est sur une autre planète, clairement, sur la hauteur. Ah oui. Quand on est en heptathlon, elle devrait rentrer, je crois, dans le concours au niveau d'1m86. Il n'y aura plus grand monde, quasiment, à 1m86. Je pense qu'elle démarrera le concours quand toutes les filles auront terminé. Parce que dans le groupe, je pense que c'est je ne sais plus de quel pays elle est. Après, il y a la Iconès, Laura Iconès qui a la meilleure performance juste derrière Nafissatou. Donc si elle ne fait pas 86, Nafi commencera une fois que toutes les filles auront terminé. C'est quand même impressionnant de se dire qu'une athlète commence son concours à la hauteur quand toutes les autres ont terminé. Oui, ça montre surtout la marge qu'elle a par rapport aux autres. Nafissatou a quand même régulièrement fait des concours entre 95 et 97. Et pour une heptathlonienne, c'est une grande performance. On peut rappeler quand même qu'en 2016, elle fait 97 aux Jeux Olympiques de Rio. Le concours de hauteur a été gagné à cette hauteur-là. Et on a vu Yamasaki, Yuki Yamasaki, qui elle s'arrêtera à 1m66. Et pour ne rien vous cacher, elle ira au-delà des 2 mètres. Tout à l'heure, on vous montrera ça, Nafissatou Thiam. On regarde d'abord cet essai et on va rejoindre juste après cet essai Pascal Zudas en compagnie justement de Nafissatou Thiam qui a parfaitement terminé sa journée sur 200 mètres. Alors, on est en train de se préparer du côté de Nafissatou Thiam pour avoir sa réaction après cette première journée. On reste un tout petit peu sur la hauteur avec Cooks qui a malheureusement touché cette barre en retombant. Alors en hauteur, on explique, il y a 2 grosses erreurs à ne pas commettre. Soit c'est dans la montée, on manque de verticalité, autrement dit on va trop vers la barre et on la tape en montant, ou alors après c'est derrière quand on retombe qu'on a du mal à enlever les jambes. Oui, c'est ça, c'est la course le saut en hauteur. C'est un saut qui est un peu complexe parce qu'on démarre en ligne droite et on finit en virage. Et à l'impulsion, il faut essayer de verticaliser le plus possible. Et la dernière phase, c'est l'enroulement de la barre où il faut aller chercher à plonger complètement.
Et là, sur le coup, elle l'a bien fait. Antoinette Nadjimou, qu'on a vu discuter avec Romain Barras, qui lui aussi est du côté de Montpellier pour conseiller les athlètes. Elle s'arrêtera, pour ne rien vous cacher, à 1m69, Antoinette Nadjimou. Et performance avec 842 points. Bon, voilà, elle est en reprise, Nadjimou. Il y en a une qui n'est pas en reprise, qui est en pleine possession de ses moyens. C'est Nafissatou Thiam, aux côtés de Pascal Zudas. Il est globalement très positif. Ouais, très très positif. Franchement, je suis super contente. C'est vraiment juste dommage pour le vent de face dans le 200 mètres. J'ai vraiment pas de chance, c'est chaque fois que je cours le 200. Mais bon, c'est vraiment de super bon augure pour la suite, donc moi je suis super contente. Ouais. Parlez-nous de 2m02, on a l'impression que rien ne pouvait vous arriver dans ce concours. Ouais, je me sentais super bien, vraiment des bonnes sensations, ce qui m'a un peu surprise parce que c'est jamais que le premier concours de l'année en 100 hauteur. Donc voilà, en plus tout au premier essai. Donc voilà, c'est top. Vous êtes là pour vous tester, mais vous êtes aussi sur les bases de ce fameux record d'Europe. Qu'est-ce qu'on peut attendre de vous demain? Comme j'ai dit, j'en sais rien, c'est un test. Je pense qu'il ne faut pas s'emballer non plus. Voilà, faut pas juste pas s'emballer. J'avais fait 59 mètres quand j'avais fait 7000 points. Là, je me suis fait mal il y a 5 semaines aux interclubs, donc je n'ai pas lancé depuis. Et je vais revenir sur Elancourt, donc on verra. En tout cas, moi, j'ai absolument pas le record d'Europe dans la tête. Vous jugez votre état de fatigue après une première journée? Très fatiguée. Et voilà, c'est pour ça que j'ai envie de vite rentrer à l'hôtel, me reposer, voir le kiné, parce que je pense que je vais avoir bien besoin de ce repos. Déjà, après la hauteur, je sentais que niveau batterie, ça descendait rapidement. Comme j'ai dit, je pense que c'est aussi le manque de charges lourdes de travail qui font que j'ai peut-être un peu plus de mal à supporter l'enchaînement des épreuves. Mais voilà, je suis là pour ça et on verra demain. Talence, c'est une piste à record quand même. On a vu Kevin Mayer l'année dernière, 9126 points. On attend beaucoup de vous forcément. Ça peut être aussi une piste de record pour Nafissatou Thiam. Ce serait magnifique. Après, comme je dis, je m'emballe pas. Voilà, j'ai une blessure assez sévère cet hiver. Ma préparation a été fort perturbée. Donc voilà, c'est bien d'aussi être content avec ce qu'on a. J'ai fait une très belle journée et j'ai envie de la terminer en me disant que c'est positif et pas déjà mettre la pression pour demain, un record d'Europe dans ces conditions-là. Donc voilà, on verra bien ce qui arrive, mais je n'ai pas de record en tête. Tout à l'heure, on vous a vu récupérer avec Solène, c'est la belle image aussi, on sent que vous êtes très proches, concurrente mais proches, c'est sympa, c'est aussi ça l'image de l'heptathlon. Ouais, c'est chouette, l'hepta surtout ici, allez, on est tout ensemble dans les vestiaires, on peut discuter, Solène j'ai déjà fait des championnats avec elle, donc ouais, c'est chouette, c'est convivial et le public aussi est super sympa, donc c'est vraiment cool. C'est ma première fois ici et franchement, je ne regrette pas d'être venu. Tu t'attendais à ça? Non, comme j'ai dit hier, je ne m'attendais à rien. C'était un très bon coup. Ouais, Benoît, vous voyez, hein, le monde, les médias belges, vous en avez parlé tout à l'heure, ils sont présents, omniprésents même pour suivre la carrière de Nafissatou. C'est impressionnant parce qu'ils sont tout de suite là pour lui poser les questions, pour tout de suite poser la pression sur le record d'Europe. Vous voyez, c'est impressionnant quand on fait le plan large là. Derrière nous, il y a 10 journalistes de la RTBF, de médias belges pour suivre la carrière. Ils sont au plus près, ils la connaissent par cœur. Et vous voyez, là, on attend beaucoup en Belgique de Nafissatou Thiam en tout cas. Oui, on imagine évidemment qu'elle, quand elle dit aux journalistes « Maintenant j'aimerais bien rentrer à l'hôtel », c'est un petit message qui n'est pas trop subliminal. Donc les journalistes belges vont devoir la laisser assez rapidement si elle veut aller se reposer du côté de l'hôtel. Lorsqu'on parle du record d'Europe, pour bien qu'on mette les choses en place, le record de Nafissatou Thiam c'est 7013 points. Le record d'Europe de Carolina Klüft, la Suédoise, c'est 7032. Effectivement, elle en est pas loin et quand on voit son départ et cette première journée, alors elle dit non, mais nous on dit presque oui. Oui, forcément, nous on dit presque oui, parce que on se dit qu'il n'y a aucune raison avec une belle première journée comme ça que ça ne se termine pas bien demain. Mais après, Nafi, elle connaît un peu plus son corps que nous. Et puis, il ne faut pas oublier, comme elle a dit, qu'il y a 5 semaines, elle était un petit peu blessée et que là, c'est sa reprise. Je pense qu'il faut surtout essayer de pousser les athlètes dans le sens où elle est heureuse d'être ici. Elle adore ce stade, elle adore le public et la pousser plus dans ce sens-là et la performance, elle viendra après. Effectivement, et puis on rappelle, vous le disiez, que Nafissatou Thiam a dû s'arrêter quand même quasiment 1 mois et demi avec cette blessure au mollet. C'est aussi pour ça qu'elle n'a pas participé comme d'habitude à Godzis. C'est aussi un petit peu pour ça qu'on la retrouve du côté de Talence. Et on est très heureux de la retrouver. On est de retour évidemment sur la hauteur féminine qui, on ne vous le cache pas, on ne vous ment pas, va être marquée par une grosse performance de la part de Nafi Thiam. C'était il y a quelques heures, vers 14h, cette hauteur féminine. Ça passe cette fois pour Cooks, qu'on avait vu tout à l'heure toucher la barre en retombant.
On est loin pour l'instant des performances de Nafi Thiam. On vous a recalé tout ça pour vous montrer la fin de concours, notamment de Nafi Thiam qu'on verra tout à l'heure. Mais à ce moment-là, quand on se replonge dans la période où on était à ce moment-là, eh bien on se dit qu'on était très tendu parce qu'il y a un garçon qui était en train de se préparer pendant ce temps-là au sol. Alors vous ne le verrez pas maintenant, mais qui était en train de se faire masser un petit peu et qui était en train de discuter avec ses coachs, c'est Kevin Mayer. On avait vu boiter après son deuxième essai manqué à la longueur. Et on se disait à un moment, est-ce qu'il va continuer ou pas? Et on vous rassure, il va continuer. Oui, Kevin, il reviendra demain matin pour faire le disque, la perche. Et je ne sais plus, il y a peut-être une troisième épreuve. Le 110 d'abord, 110 mètres haies, qui est d'ailleurs l'une des spécialités de Kevin, qui adore le 110 mètres haies, qui a beaucoup travaillé ce 110 mètres haies, notamment dans son stage au Japon avec l'équipe de France, qui est allé repérer les lieux au mois de mai, qui avait même fait un concours face au hurdler, face à Pascal Martino-Lagarde sur 4 premières haies, et devinez qui a gagné. Kevin. Exactement, vous êtes bien au courant, Marissa. Alors évidemment, ils étaient en pleine préparation physique du côté des hurdlers, donc voilà, on était à des niveaux de forme et de préparation très différents. On n'était que sur 4 haies, mais quand même, c'est la preuve qu'avec un garçon qui est quasiment à 10,70 désormais sur les haies, il peut quasiment concurrencer les garçons qui sont en reprise et qui sont pourtant des hurdlers et qui ne font que ça de l'année. Après, Kevin, justement, c'est ce qu'il aime, lui, aller chercher un petit peu les spécialistes. Comme il dit, ça le transcende de voir qu'il est capable de courir aussi vite, voire mieux que les spécialistes. Et c'est vrai que c'est sur ce genre de concurrence, de compétition, même si ça reste de l'entraînement, qu'il arrive à progresser quand on voit qu'il va faire des séances de perche à l'INSEP. C'est dans le même état d'esprit. On a vu le saut en hauteur réussi de la part d'Antoinette Nanadjimou, qui, je vous le disais tout à l'heure, va plafonner à 1,69 m. C'est compliqué, j'imagine, après une saison, alors pas blanche, mais très compliquée pour Antoinette, d'attaquer la suivante comme ça, réellement sur le Decastar ici. Je pense que Antoinette, elle a besoin de reprendre ses repères, et je pense que cette compétition va lui permettre d'aller dans ce sens-là. Elle a quand même pas mal de difficultés à la hauteur, mais 69, ça commence à revenir un petit peu. Antoinette qui s'entraîne du côté de Montpellier, faut le préciser. Oui, Antoinette s'entraîne à Montpellier dans le même groupe que Kevin, entraîné par Bertrand Valsin et Romain Barras, qui depuis quelques mois file un coup de main aussi à Bertrand auprès des athlètes. Et avec Katharina Johnson-Thompson, aussi la Britannique, championne du monde du pentathlon, en l'absence de Nafi Thiam à l'époque du côté de Birmingham, qui est elle aussi en pleine ascension, et on se demande si elle ne pourrait pas aller un petit peu chatouiller Nafissatou Thiam. À Berlin, le javelot a fait la différence, mais voilà, elle s'en approche. Je pense que oui, pour Katharina, la problématique reste quand même le javelot et le poids. Je pense que tant qu'elle n'aura pas fait entre 47 et 50 mètres au javelot et plus de 14 mètres au poids, ça sera difficile d'aller chercher Nafissatou sur un total de points. On retrouve Cooks à la hauteur. Riley Cooks, l'américaine, pas forcément dans sa spécialité du côté de la hauteur. Elle qui avait attaqué la journée avec un 13,60 sur le 100 mètres haies. C'est quand même déjà une très belle performance. 13,60, ça vous donne plus de 1000 points, 1036 points sur le 100 haies. Ça passe pour Riley Cooks, l'américaine. C'est vrai que la hauteur n'a jamais vraiment été une spécialité américaine. Mais on arrive quand même à avoir des belles performances de la part des athlètes américains qui se rattrapent sur de la vitesse et de la longueur. Donc ça équilibre. C'est aussi l'enjeu des épreuves combinées, c'est qu'on peut être moyen sur certaines épreuves et au final sortir un total parce qu'on a des points forts à côté. Nanadjimou, Antoinette, qui est en train de s'échauffer. Vous l'avez peut-être aperçu sur le panneau lumineux derrière. Kevin Mayer et ses 3
À cet instant-là, on le rappelle que c'était en début d'après-midi. Eh bien, Kevin Mayer était en train de se préparer pour son 3e et dernier essai à la longueur alors qu'il avait mordu les 2 premiers. Il y a eu un petit coup de pression quand même en tribune. Tout le monde s'est dit, oulala, on va où comme ça? Et rassurez-vous, on va vous montrer ça derrière. Kevin Mayer, en général, quand il est sous pression, on a vu ça notamment à Londres lors des championnats du monde en 2017. Il jouait tout son décathlon sur un saut à la perche. Il était passé au millimètre. Et le voici, ce 3e et dernier essai. Il n'a pas le droit à l'erreur. Ça passe ou ça casse pour Kevin Mayer. Et ça va aller très loin. 7,55 m avec une planche assurée pour Kevin Mayer sous pression. Et quand on le voit comme ça, d'un coup, il boite plus du tout. Kevin, il a plus mal. Et surtout, on se dit que 7,55 dans ces conditions-là de pression et en assurant, ça aurait pu aller beaucoup plus loin. Oui, en plus, je ne sais pas si vous l'avez remarqué, il demande le silence au public pour se concentrer au maximum pour justement pouvoir faire mesurer ce saut. Kevin, il est en phase de préparation encore, il n'est pas complètement encore affûté, donc 7,55 sur un 3e essai, sachant que les 2 premiers sont mordus, je pense qu'il nous réserve des belles surprises. Vraiment, regardez la télé au mois d'octobre, fin septembre, début octobre à Doha, il va vous faire vibrer comme il sait le faire. Alors on vous l'a promis, on va vous donner évidemment à la fin du concours de hauteur avec Nafissatou Thiam qui est rentrée une fois que toutes les autres avaient terminé leur concours. On vous a gardé ce qu'il y a de mieux du côté de Nafissatou Thiam, c'est aller très haut. Regardez la Belge encouragée par tout le public tout à l'heure en début d'après-midi. Nafissatou Thiam dans sa spécialité, elle qui a un record à 2,01 m en hauteur et qui là s'attaque à une barre à 2,02 m et ça passe largement même avec les petits mollets qui touchent à la fin, mais ça passe pour Nafi Thiam. 2,02 m, record personnel battu par Nafissatou Thiam ici à Talence. Un saut extraordinaire, un magnifique saut et une belle performance rarement vue d'ailleurs dans l'heptathlon. Nafissatou, elle fait partie de ces athlètes comme Katharina a vraiment brillé sur cette discipline. Ça nous fait penser à une certaine Française, Eunice Barber, qui faisait la même chose à la longueur. Et là, on a vraiment 2 reines à l'heure actuelle à l'heptathlon qui, elle, brille sur la hauteur. On a vu l'accolade avec Roger l'Espagnard, son entraîneur. C'est un couple aussi qui gagne constamment. Ça, c'est important, la relation avec le coach pour progresser constamment et ne jamais rester dans ce qu'on fait pour aller chercher encore plus haut. Oui, je pense que dans tous les cas, s'il n'y a pas d'entraîneur, il n'y a pas d'athlète. S'il n'y a pas d'athlète, il n'y a pas d'entraîneur. Et la relation entraîneur-entraîné, elle est vraiment très importante. Je pense surtout la plus importante, c'est qu'il y ait une confiance complète dans cette relation et que chacun arrive à trouver sa place, à trouver ses limites pour collaborer le mieux possible et pour aller le plus loin possible. On va vous montrer évidemment ce qui s'est passé derrière parce que 2,02 m c'est bien, c'est le record au premier essai. Mais derrière évidemment Nafissatou Thiam s'est attaquée à 2,05 m. Elle qui avec 2,02 m venait déjà d'établir la 2e performance mondiale de l'année sur la hauteur. On parle bien des spécialistes de la hauteur. Derrière les 2,06 de Lazit Kene. Regardez, c'est pas si loin que ça sur ce 2,05. Évidemment ça touche mais elle est pas loin sur 2,05. Elle n'est pas loin sur ce saut à 2,05. Ça touche quand même un petit peu en montant. Là, ça veut dire qu'elle n'est pas suffisamment patiente sur la phase d'impulsion où il faut vraiment essayer de verticaliser le plus longtemps possible. Donc on va voir sur les autres essais ce que ça donne. Elle n'en restera là, évidemment, Nafi Thiam. C'était le dernier essai à 2,05 m. Nafi Thiam, mais quand même 2,02 m. C'est plus de 1200 points gagnés dans un heptathlon. Quand on vous dit que cette jeune femme peut aller chercher la barre des 7000 demain, voire même les 7032 du record d'Europe de Caroline Lekluft, on y croit, franchement, dans cette performance. Oui, de ce qu'elle montre, c'est sûr et certain qu'elle a tout ce qu'il faut pour aller chercher ce record d'Europe. Après, c'est toujours pareil, ça reste un heptathlon, il y a 7 épreuves, il y a 2 jours de compétition. Il y a plein de paramètres qui rentrent en jeu, mais c'est tout ce qu'on lui souhaite. Comment on fait quand on s'appelle Nafissatou Thiam pour rester aussi sereine comme ça à la fin de l'heptathlon quand on voit une quinzaine de journalistes qui vous assaillent de questions et pour rester sereine et pas vous dire bon vous êtes gentil maintenant j'y vais quoi.
Je pense que c'est avant tout un état d'esprit. C'est une athlète qui est bien dans sa tête, qui sait où elle va, où elle a envie d'aller. Et à partir du moment où elle est bien dans sa tête, forcément, elle peut se permettre ce genre d'échange avec les journalistes. Et moi, personnellement, je ne m'inquiète pas du tout pour cette fille. Elle est encore jeune, elle a encore des belles années devant elle. Et il n'y a pas forcément besoin de lui mettre la pression. De toute façon, je pense qu'elle ne subit pas la pression parce qu'elle n'est pas comme ça. Elle est comme Solène, c'est cette nouvelle génération qui arrive sur un stade pour avant tout se faire plaisir et faire plaisir au public. Et à partir du moment où ils sont dans cet état d'esprit, il n'y a rien qui peut leur arriver. On peut leur souhaiter que du bonheur et de la perf derrière. Et on est repassé évidemment sur les juniors qui sont sur un 6x200 en relais. On est tous passés par là en athlétisme pour débuter, par l'UNSS ou par ce genre de relais. C'est comme ça qu'on débute évidemment et qu'on crée parfois des vocations pour retrouver des champions. C'est comme ça aussi surtout qu'on prend du plaisir en athlé, parce que c'est vrai que l'athlétisme a mauvaise image. Les gens ils ont tendance à penser que c'est un sport individuel et qu'on fait que courir. Et les relais montrent bien qu'il y a un travail d'équipe. On voit le ralenti de ce 4x200. Il y a beaucoup d'animations évidemment ici à Talence. Il n'y a pas que le décathlon et l'heptathlon pour les plus grands de la planète. Il y a aussi tous ces jeunes qui s'expriment. Il y avait tout à l'heure aussi des courses garçons et filles avec les haies qui sont évidemment à différentes hauteurs et à différentes distances, et on se battait comme ça pour savoir qui était le plus rapide. On accueille entre-temps, pendant que les jeunes s'amusent sur la piste, un certain Ruben Gado. Bonjour Ruben. Bonjour. La magie de la télé, hop, Ruben est arrivé. Ruben, d'abord on va prendre des nouvelles parce qu'on aurait préféré vous retrouver juste derrière là sur la piste. Malheureusement ça ne va pas le faire, il y a une blessure. Exactement, donc le verdict est tombé en début de semaine. Lundi, voilà, j'avais un début de fracture de fatigue, donc 6 semaines d'arrêt. Donc là, c'est coupure de la saison complète. Et oui, malheureusement, je pourrais pas m'exprimer sur cette piste de Talence, comme j'aime bien le faire tous les ans depuis. Qu'est-ce que ça fait? Alors évidemment, vous êtes frustré, j'imagine, je ne vais pas vous poser la question, mais qu'est-ce que ça fait quand même de les voir là sur la piste? Est-ce qu'on regarde les comportements? Est-ce qu'on apprend quand même des choses en regardant? Alors moi, j'aime bien parce que voilà, j'aime bien regarder aussi, parce qu'on se dit que voilà, l'apprentissage aussi passe par l'observation. Donc ma collègue me démentira pas, je pense. Exactement. Donc oui, j'aime bien vachement observer le comportement, voir ce que je peux apprendre, voir voilà, qu'est-ce qui peut différencier de ce que moi je peux faire bien, pas bien. Et justement profiter aussi de la fête, voir l'envers du décor, etc. Parce que c'est vrai que nous on est sur la piste d'habitude. Et le fait d'arriver de l'autre côté, on voit des choses qu'on ne voit pas, et ça donne des ailes d'un côté, parce qu'on se dit ah oui, les gens ils sont vraiment là pour voilà quoi, ils ont envie d'en profiter avec nous, et des fois on le voit pas toujours quand on est sur la piste, et là on le ressent vraiment quoi. Et on ressent aussi, Ruben, et vous n'allez pas me démentir non plus Marissa, quelque chose de très spécial dans les épreuves combinées, beaucoup d'entraide, beaucoup de soutien entre les athlètes. Il n'y a pas vraiment une concurrence entre athlètes, chacun est là pour se dépasser de son côté. Je pense évidemment à ce qui s'est passé par exemple à Birmingham avec vous, avec Kevin Mayer pour le 1000 mètres, lorsque Kevin est sacré champion du monde de l'heptathlon, pardon, je vais y arriver, de l'heptathlon à Birmingham pour 5 petits dixièmes. Et bien ces 5 petits dixièmes, on n'a pas l'image mais évidemment on vous le raconte. Il est peut-être allé les chercher grâce à Ruben Gado qui l'a poussé, qui a crié, je me souviens, dans l'arène de Birmingham pour lui dire arrache-toi, arrache-toi. Et pour 5 dixièmes, il a été sacré. Ça aussi, c'est l'esprit du décathlon et du pentathlon. Et de l'heptathlon aussi. Exactement. Donc, on va dire la particularité, c'est que voilà, on est tellement fatigué, on se bat tellement contre nous-mêmes que le fait justement de voir les autres justement se surpasser, nous, ça nous aide encore plus à nous donner des ailes. Et c'est vrai que voilà, cette entraide-là, quand on voit un collègue justement qui peut aller encore plus loin, et on n'hésite pas justement à le pousser pour qu'il aille dans ses retranchements, et là pour le coup avec une belle médaille pour Kevin lors de ce championnat quoi. Vous connaissez bien évidemment Kevin Mayer, vous aussi vous le croisez à Montpellier régulièrement, vous êtes du côté de Clermont si je ne dis pas de bêtises Ruben. Est-ce que vous saviez tous les deux, mais je connais votre réponse, oui, que l'équipe de France était partie du côté du Japon fin avril début mai pour repérer les lieux non pas à Tokyo mais à Kobe
Est-ce que l'équipe de France va avoir vraiment une base arrière avant les Jeux Olympiques l'année prochaine? Ils seront à Kobe jusqu'au dernier moment pour un stage et ils iront au dernier moment vraiment lors des JO au village olympique. On les a suivis, notamment Kevin Mayer qui découvrait le Japon pour la première fois. Vous allez voir ça, c'est très intéressant de voir comment Kevin repère les lieux, comment il s'imprègne de ce pays qu'il découvrait pour la première fois. Les images sont signées Brice Bobby et le montage Stéphane Malin. Regardez. Le comité d'accueil était en place au moins 1 heure avant l'arrivée de l'équipe de France. Et le premier à en profiter s'appelle Bertrand Valsin, entraîneur de Kevin Mayer, suivi de près par son athlète. Il a beau avoir fait le tour du monde, Kevin découvre le Japon pour la première fois. Et cela commence par 1h30 de bus et d'autoroute, direction Kobe. Pour l'instant, je t'avoue que moi, je suis un peu déçu, quoi. On a vu que des zones un peu industrielles, donc j'ai hâte de voir un peu plus le côté naturel. On va aller se balader dans les parcs et tout, après je pense que ça va être sympa. Faire une petite aérobie, pour tenter Bébert. Voilà comment Kevin Mayer découvre les parcs japonais. « 45 minutes de course à pied avec Benjamin, son partenaire d'entraînement, quelques heures seulement après avoir atterri. C'est dur après l'avion, mais ça va faire du bien demain. Mais là, pour l'instant, c'est pas agréable. Et 14 mois avant Tokyo. On est plus détendu parce que c'est loin des JO. Et du coup, quand on va y retourner, on aura moins le temps d'adaptation, on saura ce qu'il faut faire niveau décalage, etc. Parce que à chaque fois, les heures sont différentes de décalage et Japon, j'ai jamais fait, donc c'est bien de s'habituer. Pour Kevin, la journée est terminée. Il peut rentrer à l'hôtel. Mais Bertrand, lui, a encore du travail. Il est à la recherche d'une salle de musculation et il en a repéré une à 3 stations de métro d'ici. C'est la découverte des choses et c'est pour ça qu'on est vraiment content d'être venu avant les Jeux parce qu'on ne veut pas perdre d'énergie à chercher des bonnes infrastructures, de savoir comment s'entraîner à 3 jours de l'échéance. Donc on est déjà dans la préparation des Jeux, c'est sûr. La salle se trouve au rez-de-chaussée de ce bâtiment. Un petit club privé, un peu vieillot. Jusqu'à 140 kilos. 140 ok. Je vais présenter à mon équipe, on va dessiner. On va voir ça peut-être pas pour... Je pense pour les sprinters, ça peut être intéressant. Finalement, la salle n'est pas très adaptée. On en restera là. Le lendemain, c'est la découverte du stade. C'est là que les Bleus vont s'entraîner pendant 10 jours. Là qu'ils reviendront l'an prochain, avant les JO. La télé japonaise, elle, a décidé de suivre Kevin pendant toute sa séance. Deux caméras en permanence derrière lui. Et ils ne l'ont pas choisi par hasard. Il est déjà célèbre et on pense qu'il va le devenir encore plus. Qu'il sera l'une des stars de Tokyo 2020. Et en plus, pour tout vous dire, il a des atouts. Je veux dire, il est quand même très beau. Je suis persuadé que beaucoup de Japonaises vont tomber amoureuses de lui. Finalement, la musculation aura lieu ici, directement au stade. On ne sait pas si les Japonaises vont tomber amoureuses de Kevin. Mais le journaliste japonais, lui, a carrément flashé sur une partie de son anatomie. Il dit que le fait d'avoir des muscles sur le pied, enfin, il n'a jamais vu. Ça veut dire super, ça, hein? Ouais, c'est ça. Great. On a donc trouvé un fan de vos pieds. Ouais. C'est la première fois. Et
il a l'air vraiment content. Kevin n'en a pas fini avec les médias. Dans quelques jours, il doit participer à un show télévisé un peu spécial. Est-ce que c'est aussi possible l'après-midi Oui, il faut me... Et c'est son entraîneur qui cale les derniers détails. Possible, ouais. À la fin, il y aura le moment où il enlèvera le masque. Ça fait aussi partie du jeu, c'est bien d'être connu, et en tout cas de se faire reconnaître pour les jeux, parce que bon, il y a une petite notoriété à avoir et qu'il ait son fan club local. Voilà le résultat sur Taikokai TV. Objectif pour les participants, deviner qui se cache derrière le masque et affronter l'homme mystère sur la piste. Sur 100 mètres, par exemple. Mais même avec 16 mètres d'avance, cela ne suffit pas pour battre Kevin Mayer et ses super pouvoirs. Mo Farah ou encore Justin Gatlin ont déjà participé à cette émission très populaire au Japon. Et à la fin, évidemment, le champion tombe le masque. C'est pas là-bas le téléphérique, le belge? Et c'est là qu'on va aller? C'est là qu'on va aller. Kevin va quand même s'octroyer une matinée pour découvrir Kobe et ses 2 millions d'habitants. Une ville réputée pour la mode, pour sa viande de bœuf et pour ses temples. On est à plus de 500 km de Tokyo, à plus d'1 an de la compétition. Mais doucement, inconsciemment, Kevin débute là son cheminement vers les Jeux Olympiques. Le fait d'y être là, tu vois, ça me stresse pas plus. Mais les jeux, j'y pense tout le temps et ça me surstresse. Je sais que ça va être la compétition, je vais jouer ma vie. Mais est-ce qu'on repousse l'idée des Jeux vu que ça vous stresse? Ah non, pas du tout. Ah non, je suis dedans. Moi, je suis le genre de mec à me faire des films. Soit je me fais le film dans le mauvais sens où je me dis putain mais je pourrais faire 0 en longueur, je pourrais faire 0 au poids, je pourrais faire 0 en hauteur, je pourrais faire 0 sur les haies. Et des fois je me fais des histoires positives où je me dis putain mais là je pourrais faire 10-40 au 100 mètres et t'imagines si je fais 8 mètres en longueur mais sur quoi je partirais, tu vois. Et puis là je repars, je me dis putain mais si je fais 0 au poids, tu vois, des trucs comme ça, sans arrêt. Et tu te fais cette histoire là tout le temps, sans arrêt. On est en route pour le stade d'entraînement. Toute l'équipe de France est invitée pour une opération spéciale, une rencontre avec les écoles de la ville. Vous apprenez l'anglais un peu ou pas? Oui. À l'école, ouais. Ouais. Ça devrait aller. Ouais. Tu parles? Bah je parle anglais, ouais. Mieux que japonais. Les athlètes vont devoir jouer les entraîneurs. Do you speak English? Ok. Pour Kevin, ce sera saut en longueur. Et il va très vite se prendre au jeu. Vous allez leur dire, le saut en longueur, il faut juste courir vite et impulser le plus loin possible. C'est tout pour l'instant, ok? Ok? Go, 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 go! Il y a en lui ce mélange de passion débordante pour son sport et d'exigence. De tendre vers le meilleur geste possible, même quand on débute, même quand on ne parle pas japonais. Yes. Okay. Moins ils sont nombreux, plus mieux c'est parce que je peux donner des conseils. Mais là, il y a quand même un sacré problème de langue en fait. Parce que je peux pas donner un seul conseil quoi. Donc bah, c'était drôle, mais c'est vrai que c'est pas l'initiation vraiment intéressante. C'est pour ça que je les ai fait sauter le plus possible pour qu'ils s'éclatent tout simplement et voilà. Dommage. Allez,
Elle avait compris, hein. Il l'avait dit en arrivant. Il voulait découvrir le côté nature du Japon. Alors, après 8 jours sur place, Kevin Mayer s'est offert une petite randonnée sur les hauteurs de Kobe. Pas mal. 3 heures de marche avant de redescendre en ville. Kevin Mayer ne reviendra là que dans 1 an. La luminosité est parfaite. Mais désormais, où qu'il soit dans le monde, il verra toujours Tokyo et le Japon à l'horizon. Voilà pour ce voyage de Kevin Mayer. Je vois que le pied vous a fait beaucoup rire tous les deux. On vous remercie évidemment Marissa de Aniceto. On vous retrouve demain midi pour la suite évidemment des aventures ici du côté de Talence. Et puis on va rejoindre tout de suite Pascal Zudas justement avec Kevin Mayer que l'on vient d'apercevoir au Japon et qui n'a pas pris part ce soir ni à la hauteur ni aux 400 mètres et il a une bonne raison. Alors on va poser d'abord la première question à Kevin. On vous a vu coach avec des petits japonais. Ça avait l'air d'être fun mais pas facile avec la langue. Bah, c'est pas facile avec la langue parce qu'ils parlent pas anglais. Je suis loin de parler bien japonais, même si je regarde des séries manga. Je suis pas vraiment bon, mais c'est vrai que c'est difficile de coacher que en mimant. Toujours est-il, comment vous sentez? On a senti un bon début, une petite inquiétude au saut en longueur. On a eu tous peur, on a eu un peu de crispation et on a senti qu'après ça allait bien quand même. Ouais, j'ai fait un très mauvais saut au premier. Je suis venu charger comme on dit, donc j'ai réveillé une douleur qui est présente chez moi depuis très longtemps au genou, donc je la gère comme je peux en ce moment, mais j'ai jamais mal, mais là quand on vient charger ça fait mal, donc de toute façon je comptais vraiment, c'était, à part si je partais sur les bases du record du monde, je continuais pas ce décathlon, c'est une préparation. Doha c'est dans 3 mois, c'est très long, énormément de préparation encore, j'ai beaucoup de meetings qui arrivent, donc j'ai pas envie de griller toutes mes cartes maintenant, j'ai envie d'être en forme à Doha et de faire tout pour, donc honnêtement franchement j'ai une envie de courir 400 qui est assez folle par rapport à d'habitude, mais je me bride un peu pour être en forme pour Doha. Se frustrer pour être encore plus fort, c'est aussi une bonne méthode quand on est recordman du monde et qu'on veut aller regagner un titre de champion du monde à Doha dans 2-3 mois. Ouais, c'est ça. On dit toujours que quand l'envie est là, tout vient avec. Moi, je marche que là-dessus. On a parlé de faire ce décathlon à moitié, c'est-à-dire faire toutes les épreuves mais à moitié, je déteste ça. Moi, soit je fais un décathlon en entier, soit je me prépare pour un futur décathlon. Donc là, je vais faire que 6 épreuves, 6 bonnes épreuves qui vont bien me préparer pour Doha. Et à Doha, par contre, je ne me poserai pas de questions si je continue ou si j'arrête le décathlon. L'année dernière, 9126 points à Talence. Vous l'aviez dit dès la fin du record du monde que vous serez là, présent. Ça aussi, c'est important. C'est Kevin Mayer, la fidélité en amitié. Ça nous fait plaisir forcément, nous, de vous voir toujours en Nouvelle-Aquitaine. Ah ouais, je crois que c'est mon 10e ou 11e décastar en tant que spectateur ou en tant qu'athlète. Donc je viens tout le temps, même si j'y participe pas, je viens tout le temps voir la foule, voir les... Bon, c'est ma passion, donc honnêtement, il n'y a vraiment pas d'effort à faire pour venir ici. Et puis j'ai une petite histoire quand même personnelle avec le décastar où maintenant je connais tout le monde, j'ai l'impression d'être chez moi quand je viens ici. Donc non, c'est un énorme plaisir, j'adore le public qui me le rend bien. Donc même quand je fais quelques épreuves comme ça, c'est énorme. Tout à l'heure, je leur ai demandé le silence au saut en longueur, c'était exceptionnel ce moment-là. Donc rien que pour ces petits moments-là, ça fait plaisir d'être là. Dernière question, après je vous laisse tranquille. Bon, évidemment, on pense à Doha, mais après Doha, vous êtes allé au Japon, vous êtes allé reconnaître le site, les sites japonais, voir Kevin Mayer, champion olympique. On a une championne olympique, Nafisa Toutiam, en ce moment, qui a battu le record de l'heptathlon en saut en hauteur en 2,02 m. Vous voir champion olympique, c'est un rêve, ça va devenir une réalité à Tokyo 2020. Je dis toujours qu'il vaut mieux ne pas parler et agir, donc honnêtement j'ai le potentiel, j'ai tout ce qu'il faut pour le faire. Ce serait une énorme déception si je ne le faisais pas, mais après il me reste à le faire, donc je ne peux pas dire que je vais être champion olympique. Je vous dis que je vais tout faire pour être champion olympique. Merci beaucoup Kevin, merci beaucoup. Et elle est là la différence dans les propos. Je ferai tout pour l'être. Après, on verra parce qu'on a bien vu à Berlin que parfois on ne maîtrise pas tout, évidemment, en athlétisme. Vous comprenez, j'imagine, en tant qu'athlète, Ruben, le fait que Kevin se préserve ce soir et ne fasse pas ni la hauteur ni le 400 mètres. Tout à fait. Voilà, ça demande beaucoup, surtout un athlète de son niveau.
Donc c'est vrai que voilà, je comprends totalement qu'ils veulent se préserver et lui il va être bon dans le grand championnat parce que c'est là où, comme il a dit, il performe le mieux, quoi. Parce qu'on parle souvent évidemment de pic de forme dans le jargon, autrement dit d'être à son meilleur niveau au moment où on l'a choisi. Le moment qu'il faut choisir cette année, c'est Doha évidemment. Les championnats du monde, ce sera début octobre pour Kevin Mayer. Autrement dit, il ne faut pas être prêt trop tôt. Exactement. Donc là, je pense qu'il est plutôt bien, mais les petits réglages ne sont pas encore là. Donc c'est vrai que pour s'exprimer, on va dire à 100%, voire à 110%, ça ne donne pas droit à l'erreur. Donc voilà, le pic de forme, il va être vraiment au championnat du monde. Donc moi, je ne m'inquiète pas pour lui. Puis il y a une chose qui a changé, évidemment, on le rappelle, c'est qu'on est en juin cette année du côté de Talence pour le Decastar. D'habitude, on est au mois de septembre et ce décalage est dû justement à l'autre décalage, celui des championnats du monde de Doha, qui sont habituellement mi-août ou début août, et qui là seront début octobre, fin septembre, début octobre à cause de la chaleur. Exactement. Donc moi j'aurais bien aimé y être, pour vous confirmer cela. Mais oui, du coup, ce petit changement, on va dire, c'est vrai que cette année, moi je l'ai senti en arrivant que voilà, le Decastar cette année, c'était moins sur ce côté un peu festif, c'était plus dans le résultat. Et parce que c'est placé au mois de juin et les gens ont envie de justement sortir leur qualif pour leur participation à Doha. Est-ce que c'est possible un jour, Ruben, de battre de nouveau ce record du monde pour Kevin Mayer? C'est 9126 points. C'est vrai que pour nous ça paraît extraordinaire, mais pour lui ça reste que son record personnel, donc je pense que voilà, il en est totalement capable. Je veux dire, je pense que c'est comme n'importe quel décathlonien. Je pense que si on lui demande est-ce que vous êtes capable de battre votre record, on vous répondra toujours oui, parce qu'il y aura toujours un petit truc à rajouter. Et je pense que voilà, lui, ce qu'il nous a démontré l'an dernier, il a de la marge et en tout cas moi je suis confiant. Après on verra bien ce que l'avenir nous dira. Un mot, on en a évoqué tout à l'heure avec Marissa de Aniceto. On est ici dans le stade de Thouars, le fameux stade de Thouars qui parle à tous les athlètes d'épreuves combinées, parce qu'on a l'impression d'être ici en Nouvelle-Aquitaine dans la Mecque des épreuves combinées dans le monde, tout simplement. Même si ça paraît champêtre, ce petit stade de Thouars, c'est peut-être ce qui se fait de mieux au monde. Exactement. Voilà, moi je me rappelle quand j'étais encore dans ma petite réunion natale et je regardais déjà ce meeting en me disant j'espère qu'un jour je pourrai participer à l'un des plus gros événements d'épreuves combinées, parce que voilà, justement pour nous ça reste l'un des moments, je pense, les plus conviviaux, parce qu'on a vraiment le temps d'échanger avec son public et avec les autres athlètes, parce que c'est vraiment voilà, il y a quelque chose qui se passe ici qu'on ne peut pas décrire. Et ça, c'est vraiment extraordinaire. On le voit, ce stade, on l'aperçoit. Vous voyez, il y a juste une petite tribune de ce côté, évidemment. Pour le Decastar, on rajoute pour le Decastar plein de petites tentes que vous voyez au fond là-bas pour accueillir tout le monde qui vient pendant ces 2 jours de festivités, c'est vrai, mais aussi de compétition de très haut niveau, parce qu'on va parler du record du monde de Kevin Mayer. Il y a aussi un autre record du monde, c'était en 1992, de Dan O'Brien, qui à l'époque, alors on ne va pas rentrer dans les détails, mais s'était retrouvé dans la même situation que Kevin, avec une élimination dans les qualifications américaines pour aller au JO de Barcelone, avec un 0. Alors lui, c'était à la perche, pas à la longueur, comme Kevin à Berlin. Et comme par hasard, derrière, pour se venger, il vient ici, il bat le record du monde, comme Kevin Mayer l'année dernière. Je pense qu'il y a quelque chose de magique avec cette piste, et je pense que peut-être que le prochain recordman du monde, on ne sait pas, peut-être que ce sera sur les Jeux qui sera ou quelque chose comme ça, et il va venir ici et il va nous faire quelque chose d'encore plus beau. C'est super bien placé justement pour ce genre de situation, et voilà, c'est quelque chose de magique. Et il y a aussi des petits détails, alors que vous ne voyez pas forcément, mais dans chaque épreuve, vous allez nous confirmer ça, Ruben, vous pouvez choisir, vous les athlètes, des musiques qui vous accompagnent sur les prises d'élan. Exactement, ça c'est voilà, ça rajoute un petit plus, parce que c'est vrai que d'habitude on fait avec le public, mais on est dans notre compétition, et là justement ça nous permet justement de nous détendre et de rajouter justement on va dire cette émulation en plus qui va faire que on va pouvoir mieux s'exprimer dans ce qu'on fait. C'est vraiment une petite famille ici. On a aperçu Kevin Mayer en train de signer des autographes. Il prend le temps, là aussi, même s'il a très envie, à mon avis, dans sa tête, d'aller à l'hôtel et de se reposer, mais il prend le temps, Kevin, aussi, de signer, de prendre du temps avec les fans. Il y a sa famille qui est là aussi. Ça aussi, ça fait partie du rôle d'un athlète de très très haut niveau quand on est devenu une star, il faut bien le dire, du côté de Kevin. Exactement. Donc après, il fait bien son job. Voilà, il remplit toutes ses tâches. Il le fait, voilà, comme il a dit, quand il arrive ici, il se sent chez lui. Donc je pense que quand on est chez soi, on a envie de faire, voilà,
on fait notre boulot, on range ses choix et lui, il le fait bien et il fait bien son job. Donc en plus, il aime ça et je pense que ça fait quelques années qu'il a pris la main. Donc voilà. Ça aussi, ça fait partie du job d'un champion du monde en l'occurrence. Recordman du monde, on le rappelle, vice-champion olympique. On l'évoquait tout à l'heure avec Pascal Zudas dans l'interview. Il n'est pas encore champion olympique, Kevin Mayer, même si on a l'impression qu'il surdomine désormais cette compétition du décathlon. Il n'est pas champion olympique et c'est avec le titre de champion d'Europe le seul titre qui lui manque. Exactement. Donc, comme il l'a dit, il a le potentiel pour aller le chercher. Et il sait qu'il est attendu et je pense qu'il fera ce qu'il fera pour. Mais on n'est jamais à l'abri parce que il y a toujours des petites parties qu'on peut pas gérer. Mais je pense qu'avec l'expérience qu'il a emmagasinée et le gros bagage qu'il a, c'est... Et ça aussi, regardez le temps qu'il prend quand même. Là, il a pas fini. Il est là jusqu'à ce soir et au coucher du soleil, Kevin Mayer. Mais regardez le temps qu'il prend avec tous les enfants qui, eux, évidemment, sont en train de vivre un des plus beaux moments de leur vie. C'est ça aussi qu'il faut rappeler. Et c'est ça qu'il a en tête, Kevin. C'est ça aussi la classe des champions. De se mettre à la place des gens d'en face et de se dire, moi, quand j'étais petit, j'aurais adoré avoir, par exemple, la signature de Dan O'Brien. Et donc aujourd'hui, je donne, même si ça me prend du temps. Ça fait partie du métier. Moi, je fais un petit clin d'œil à Romain Barras parce que c'est lui, quand il est venu à La Réunion, justement, il a pris le temps de le faire avec moi. Et aujourd'hui, c'est vrai. D'ailleurs, je crois que j'ai toujours la pointe de hauteur qui m'avait signé. Et voilà, aujourd'hui, c'est moi qui en ai à le remercier parce que j'en suis là aussi grâce à lui. Romain Barras qu'on a aperçu, qui est désormais dans l'entourage justement de Kevin Mayer du côté de Montpellier, ancien champion d'Europe. Exactement. Romain Barras qui est lui aussi a donné beaucoup d'envie à plein de gamins de faire de l'athlétisme et du décathlon. C'est le cas pour vous, Ruben. Et rassurez-vous, on vous le dit tout de suite, Kevin Mayer n'a pas pris part aux 2 dernières disciplines de ce soir. Il sera là demain, rassurez-vous. On reverra Kevin sur la piste. Il aura le droit de prendre évidemment le départ du 110 mètres et puis derrière le disque, la perche. On se retrouvera notamment justement pour ce concours de perche demain. Une des disciplines qu'il préfère d'ailleurs, Kevin Mayer, qui a un record à 5,45 établi ici l'année dernière en extérieur. Il est même à 5,60 en salle. C'est vous dire s'il adore la perche comme un certain Ruben Gado. Exactement. N'est-ce pas, Ruben ? Exactement. Du coup, on va dire, on se comprend parce que c'est vrai que la perche, c'est une discipline à forte sensation. Et c'est vrai que on adore sauter. Et lui, notamment, il a vraiment un gros record que j'espère aller chercher d'ici l'année prochaine si le corps le veut bien, mais en tout cas le mental il est préparé pour. Alors je meurs d'envie de vous poser une question. Vous êtes de Clermont-Ferrand, vous vous entraînez à Aubière, à Clermont-Ferrand, et vous croisez un garçon que nous on connaît en Nouvelle-Aquitaine, un garçon qui est né en Charente, qui est né à Barbezieux, qui a vécu pendant des années à Cognac. C'est là qu'on a vu exploser le petit Renaud Lavilloni, qui était blessé pendant des semaines. Il paraît qu'il ressaute, c'est vrai ? Exactement, donc moi je l'ai croisé, c'était quand, il y a la semaine dernière. Et oui, il a l'air plutôt en forme, donc il reprend plutôt bien avec son genou qui le dérange un peu. Et là, il revient plutôt bien, donc il n'a rien perdu. J'ai l'impression qu'il ne s'est jamais arrêté. Donc après je pense qu'en compétition, il lui faudra ses repères. Bon, après il faut voir directement avec lui, mais en tout cas, ça promet pour la suite et on verra bien. On va enchaîner dans quelques instants, mais c'est pas encore prêt évidemment, avec une épreuve d'handisport. Ça vous parle peut-être, Ruben, tous ces athlètes qui eux aussi font honneur au maillot bleu, au drapeau français, en train de se préparer pour ces épreuves handisport qui évidemment font partie de l'équipe de France globale, j'ai envie de dire, de l'équipe de France d'athlétisme. Exactement. Donc, alors moi je les aime bien parce que moi, j'ai déjà été parrain des championnats de France handisport. Exactement. C'était l'année dernière, je crois, c'était à Clermont. Et oui, j'ai une petite particularité, j'aime bien parce qu'ils ont une mentalité un peu à eux et surtout dès qu'ils arrivent à s'exprimer, mais que ce soit au niveau physique, athlétique ou que ce soit au niveau de leur comportement, ils sont complètement ils ont cette joie de vivre, ils ont ce truc que moi j'adore. Donc c'est encore plus motivant de voir qu'ils ont autant envie que nous et justement il y a toujours cette petite bague. Enfin pour moi je connais quelques rayonnés justement qui sont dedans dans l'équipe de France et il y a toujours cette petite bagarre et on aime bien se taquiner entre nous, mais moi j'aime bien cette mentalité qu'ils ont et de devoir se battre parce que nous aussi
voilà, on a envie de le faire et eux aussi, ils en sont capables. Donc, Je reviens sur ce qu'on a vu tout à l'heure pendant qu'on se prépare sur la piste évidemment pour cette épreuve de 100 mètres en e-sport. Je reviens sur ce qu'on a vu au Japon avec Kevin Mayer. On a vu un Kevin à la fois touché par le pays mais très appliqué à repérer tous les lieux comme si finalement les JO commençaient déjà maintenant et que tout ce travail-là allait payer dans un an parce que tous ces petits détails, alors on se dit voilà, il repère une salle de musculation, ça va pas, il repère la piste. Pour tout vous dire, d'ailleurs il a dit tiens, il faudra peut-être changer aussi le revêtement par exemple de l'aire de lancer. Tout ça c'est vraiment des petits détails qui peuvent vous permettre ensuite de devenir champion olympique et sans quoi vous ne le seriez pas. Voilà, déjà notre niveau on le sait et que le diable se cache dans les détails, donc le moindre petit truc qu'il peut faire à l'avance, qu'il peut prévoir et qui peut anticiper justement pour mettre toutes les chances de son côté, voilà, c'est un plus justement pour éviter d'avoir, comme il a dit, de courir derrière à chaque fois et d'avoir ce stress en plus qui ne devrait pas être là, puisque justement tout doit être fait pour qu'au moment où il arrive, ça se passe comme sur des roulettes, quoi. Donc voilà, ces petits détails sont vraiment très importants parce que tout le travail se fait en amont et après ce qui se passe c'est justement parce que ce travail-là a été bien fait en amont que derrière ça roule tout seul, quoi. Je crois même que les athlètes de l'équipe de France dont vous faites partie, Ruben, en tout cas les plus grands athlètes ont carrément un petit casque je crois pour dormir quand ils vont à l'étranger. C'était le cas en tout cas au Japon, ils leur ont donné un petit casque qui est en train de repérer comment vous dormez, bien ou pas, comment vous récupérez du décalage horaire et tous ces détails sont ensuite analysés pour mieux vous adapter, peut-être vous faire venir 2 jours plus tôt ou 2 jours plus tard et tout ça c'est adapté en fonction de l'athlète. Alors moi j'ai eu quelques échanges justement avec les personnes qui avaient droit et ils m'ont dit que justement ça leur avait vraiment aidé par rapport justement à cette récupération qui justement est vraiment très importante sur leur sommeil, justement sur le temps qu'ils devaient avoir. Et apparemment, c'est très utile. Donc on m'a proposé aussi d'en avoir un, mais on va dire sur cette année qui arrive. Et je pense que je vais l'essayer justement parce que si je peux optimiser tout ça, on va en profiter. On a entreaperçu que Kevin Mayer est toujours au stade de Thouars. Évidemment, pendant qu'il ne prend pas part aux 400 mètres qui se prépare lui aussi à l'autre bout de la piste, eh bien, Kevin continue à signer des autographes. Le 400 mètres, on s'y prépare. C'est pas comme le 1500 qui termine la deuxième journée, Ruben quand même, mais ça reste un sacré effort ce 400 mètres. Ça demande, on est à mi-chemin entre le sprint et le demi-fond quasiment. Ça demande beaucoup d'énergie quand même. Exactement, c'est très énergivore comme discipline et surtout voilà, on a un gros stress avant parce qu'on sait que sur cette dernière ligne droite ça fait mal, donc forcément on a ce côté un peu, ce gros stress qui nous prend justement avant cette course et on va dire qui est souvent difficile à gérer et voilà. Ouais, j'imagine bien que ça pique dans les jambes et qu'on est en lactique à aller au bout de 200 mètres et derrière il faut juste tenir. Pascal Judas, je ne sais pas s'il est en lactique, ce qui est sûr c'est qu'il est en bas au plus près des athlètes et qu'il a peut-être quelques petites anecdotes pour nous. Ouais, alors pour l'instant le lactique c'est moi qui vais le faire, c'est plutôt Kevin Mayer qui va le faire parce que pour vous dire il a fait à peu près 5 mètres en un quart d'heure, 20 minutes parce que Kevin Mayer il prend le temps de signer les autographes. Il a même, alors la petite anecdote bien sympathique, il vient de signer un portable, une coque de portable avec un stabilo. Ça fait 2 ans que la demoiselle attendait l'autographe. Sa maman qui a donné le portable à quelqu'un pour emmener à Kevin Mayer pour signer l'autographe. Finalement, elle a eu l'autographe. Elle est partie avec. On avait l'impression que c'était le Graal. Je peux vous dire que Kevin Mayer, il a attendu. On appelle ça le dieu du stade, je crois, le concours du décathlon de talent. C'est le dieu du stade, c'est lui, Kevin Mayer. Il prend le temps, énormément de temps pour faire plaisir aux gens. Les gens attendent, tout le monde, on voit, regardez, la demoiselle, elle a un petit t-shirt rose. C'est pas pour que je le signe moi, c'est toujours pour Kevin Mayer. Donc on attend Kevin Mayer qui prend le temps à chaque fois, c'est super sympa. Pendant que les collègues du décathlon se préparent, il met quand même, regardez, on va regarder, Kevin Mayer, il va quand même chausser les pointes. Pourquoi ? Vous l'avez dit, pour pouvoir repartir demain, Kevin, il va quand même s'aligner sur le départ, faire, une dizaine de mètres, tranquille, sinon il ne pourrait pas repartir demain sur les haies, donc il va faire juste le départ et puis après il va s'arrêter pour ne pas prendre de risque pour Doha. Il a justement le risque de blessure ou de se faire mal et donc Kevin Mayer il va partir sur le 400 mètres. La première série, je crois, c'est dans quelques secondes, Benoît. Effectivement, Pascal, ça vous est déjà arrivé, Ruben, de prendre part à une épreuve juste au départ pour pouvoir continuer le lendemain ? Oui, ça m'est déjà arrivé, mais j'aime pas trop. Moi, je préfère
préfère quand je commence terminer ce que je commence. Et on va enchaîner avec les séries du 400 mètres. La première des séries du 400 mètres, cette épreuve qui termine la première journée. On aperçoit Maxime Mogin, le Français, au couloir 6. C'est parti pour ce 400 mètres. Ils sont 4 dans cette première série avec Maxime Mogin aussi, ce qui pour l'instant tient son décalage. On va rentrer dans la ligne droite opposée et c'est là que ça va commencer à piquer, j'imagine, Ruben. Alors juste après, le passage aux 200. Donc là, pour l'instant, on essaie de conserver l'attitude le plus possible et c'est là où là, ça commence à monter en lactique. Et c'est là, il rentre dans le virage désormais. Et là, on le voit, c'est en train de pêcher un petit peu. Exactement. Donc là, on sent que là, c'est à ce moment-là où ça fait mal et c'est dans la tête que ça se joue. Et pour l'instant, il est devant, Maxime Mogin. Attention, retour quand même de Van der Platsen, le Belge, et de Suarez. Mais il tient, il va tenir jusqu'au bout. Allez, jusqu'au bout, Maxime, pour la victoire dans cette série. Et c'est lui qui s'impose en 49 secondes et 46 centièmes pour Maxime Mogin. Et Bastien Oseille qui termine 4e, je crois, de cette série avant de s'écrouler au sol. Que c'est dur, j'imagine, sur les 80 derniers mètres, là, quand on débarque dans la dernière ligne droite. Mais il a tenu Maxime, alors qu'on pensait que Van der Platsen pouvait revenir. Exactement. Et c'est là où le public, ça fait la différence. 49,95 pour Van der Platsen. Et on attend le chrono aussi de Bastien Oseille en 51 secondes 09 pour Bastien ici à l'image, qui a tout donné lui aussi, salué par Kevin qui, vous le voyez, est en train de prendre ses marques quand même dans les starts évidemment. Alors expliquez-nous Ruben ce qu'il est en train de faire là, Kevin Mayer, avec les pieds. C'est des marques qu'on a habituellement, toujours les mêmes distances avec les chaussures. Exactement, c'est toujours les mêmes distances. Donc voilà son pied, le pied qui va propulser le corps à l'avant. Donc souvent on le met à 2 pieds et le bloc de derrière, comme on le voit en ce moment, on le met à 3 pieds derrière. Donc c'est celui qui va alléger justement le corps lorsqu'on va partir. Donc, vous avez tous les mêmes repères quand on parle de 2 pieds ou 3 pieds, ou il y en a qui... C'est environ, après en fonction des spécialistes, ils le mesurent, il y en a qui le mesurent avec un mini mètre, enfin un mini décamètre qu'ils utilisent justement parce qu'ils sont au centimètre près. Et sinon souvent on le fait au pied parce qu'on a souvent les mêmes pointes et à la même taille. Et souvent c'est 2 pieds le premier et 3 pieds le deuxième. J'aperçois aussi, vous le voyez là, au niveau du couloir 4, c'est Benjamin Ougardi qui va partir, j'ai l'impression, juste devant Kevin Mayer. Alors Kevin ne fera pas le 400 mètres en entier, rassurez-vous, mais je pense qu'il va crier derrière Benjamin Ougardi pour le pousser, parce que ces deux garçons-là s'entraînent ensemble du côté de Montpellier. Kevin joue même un petit peu les coachs parfois désormais. Exactement, avec Benjamin. Exactement. Et lui, Benjamin, il est en train peut-être de réaliser l'un des meilleurs décathlons de sa carrière, tout simplement. Exactement, il est plutôt bien parti. Il a fait un très bon 100 mètres derrière avec une bonne longueur. Il bat son record aussi à la hauteur. Et voilà, il fait un poids correct. Donc, un poids en 12,83 pour Benjamin Ougardi, mais c'est vrai, un 7,12 à la longueur intéressant et surtout un record personnel en 11,13 sur le 100 mètres. Ougardi, le couloir numéro 5, il est 7e de l'épreuve pour l'instant. Romain Martin, France. Le couloir numéro 6 après son magnifique saut en hauteur, il est 2e, Zach Zimek. Romain Martin, l'autre français, et Zach Zimek au 6. Qui a été très impressionnant à la hauteur aussi. Ouais, qui s'est arrêté à 2,13 je crois, qui a eu 3 échecs à 2,16. Et pour être complet, Benjamin Ougardi a battu, je crois, son record aussi à la hauteur tout à l'heure. Lui qui était à 2,9 et qui a dû passer la barre à 2,10 tout à l'heure. Non, c'était 2,4 pour Benjamin Ougardi son record et 2,07 la barre passée tout à l'heure. Record battu encore une fois par Benjamin. Juste devant cet homme, Kevin Mayer, couloir 3. Benjamin Ougardi au 4, Romain Martin au 5 et c'est parti pour ces 4 garçons.
et qui va le faire en version footing. Kevin Mayer, regardez ce qui se passe surtout devant pour Benjamin Augardy qui est en train de revenir déjà sur Romain Martin après 100 mètres. Attention à cet homme qui est devant, c'est Zimek, l'Américain qui lui est en train de dérouler. Il était impressionnant tout à l'heure sur la hauteur. Et maintenant il va falloir tenir, il rentre dans le deuxième virage, le dernier virage. Zimek, l'Américain, et Benjamin Augardy qui est en train de nous faire quelque chose. Il est en train de revenir, Benjamin. Et il relance plutôt bien. Le Belge Benjamin Augardy qui est en train de relancer le virage, c'est en train de piocher complètement du côté de Zimek. Et c'est Benjamin Augardy. Il revient. C'est Benjamin Augardy qui passe devant. Maintenant il faut tenir, Benjamin Augardy. Il va aller jusqu'au bout, applaudi, encouragé par Kevin Mayer sur la pelouse jusqu'au bout. Pour Benjamin Augardy, 49-18. De Romain Martin. Et 49-18, nouveau record personnel pour Benjamin Augardy. Le dernier c'était 49-26. Oh la grosse perf encore une fois de Benjamin qui est sur de très bonnes bases pour battre largement son record personnel établi à Montpellier il y a quelques semaines seulement avec 7476 points. Romain Martin 49-86. Ouais, c'est bien ça aussi pour Romain. Exactement. Et ouais, vous le disiez, on le voit revenir. Romain Martin, il revient sur Zimek. Sur ses 50 derniers mètres. Et c'est même 49-14 corrigé. 49-14 donc pour Benjamin Augardy. C'est bien, très bien ce qu'est en train de faire le Belge, qui est à la fois effectivement belge, mais c'est aussi son surnom, on l'évoquait tout à l'heure. Exactement. Il a fait une très belle course, il a bien géré. Et regardez, il est là, Kevin Mayer, juste à côté de son élève, entre guillemets. Hein. Ce sont des partenaires d'entraînement avant tout, mais ils apprennent beaucoup l'un de l'autre et on va écouter sa réaction. Aujourd'hui, c'est une très première journée. C'est une très bonne journée. Après, je savais que j'étais capable de le faire. Enfin, de le faire. Et j'ai fait beaucoup de plaisir. Est-ce que concrètement, tu es venu avec des objectifs particuliers? C'était prévu, c'était dans le plan d'entraînement déjà d'être aussi performant maintenant? Je pense, oui, parce que je suis assez réaliste, je pense pas que j'irai à la doigt. Donc, c'est vrai, moi, c'est vraiment ouais. Déjà, c'est déjà battre son record personnel sur les cas. Je pense que c'est vraiment l'objectif. Après, c'est de se rapprocher. Bien sûr, le coach aussi des 8 points. C'est simplement pour essayer de faire des 4 en haut. Ça part bien, cette première journée. Sympa la réaction de Benjamin Augardy qu'on voit aux côtés de Kevin Mayer. Et allez, on va pas trahir le secret, mais hier à l'hôtel, Benjamin disait je veux rien dire, mais quand même, mon record de 7476 points, je voudrais bien aller au-delà. Je vous dis 7006 officiellement, mais dans ma tête, ce serait beaucoup plus. Pour l'instant, ça peut être beaucoup plus. Exactement, il sentait plutôt bien, donc voilà, pour avoir été avec eux depuis jeudi soir. Donc oui, il savait qu'il avait de quoi faire, donc il ne voulait pas trop s'avancer parce que, comme l'a dit Kevin tout à l'heure, il préfère agir que se mettre en avant. Et là, on voit que justement, il répond présent. S'entraîner avec Kevin Mayer, ça permet de progresser plus vite. Je pense que là, ça permet plus que de progresser plus vite parce que plus on a quelqu'un de bien devant nous et mieux ça nous tire justement à aller nous dépasser et pouvoir mieux s'exprimer. Pierce Lepage avec le dossard rouge de leader, lui qui est en train de faire, j'ai envie de dire comme d'habitude, une très grosse première journée, sauf que celle-ci elle est vraiment très grosse. Très grosse. Avec un 10-31 ce matin au 100 mètres, un 7,87 en longueur. Donc on peut s'attendre à une belle course sur 400 mètres. Et attention parce qu'il y a aussi le russe Shkorenyov qui est là dans cette dernière série du 400 mètres. Avec donc Pierce Lepage, le Canadien. Et Jérémy. Et Jérémy Lelièvre. Et au 3, il y aura Vitali Tchouk, le Biélorusse. Oh, c'est parti tout doucement, on l'a vu du côté de Shkorenyov qui lui aussi a prévu de revenir demain tranquillement. Ça va se jouer entre ces hommes-là, surtout avec Pierce Lepage qui a déjà refait son décalage. Oh, c'est compliqué derrière quand on est juste à côté là pour Jérémy Lelièvre. Il est peut-être parti un peu vite pour l'instant.
Pierce Lepage qui est en train de rentrer dans le deuxième 200 mètres. C'est là que ça se joue, un 400 et on voit revenir Vitaly Tchouk, le Biélorusse qui est en train de faire le meilleur virage. Jérémy qui tient aussi. Allez, il faut tenir dans ce virage pour Jérémy Lelièvre. Vitaly Tchouk va sortir en tête dans la dernière ligne droite et Pierce Lepage va essayer jusqu'au bout de revenir. Pour l'instant, c'est Vitaly Tchouk qui va s'imposer dans cette dernière série du 400 mètres assez largement devant Pierce Lepage et Jérémy Lelièvre en 47,86 s'il vous plaît. Record personnel pulvérisé par Vitaly Tchouk en 47,86. C'est allé très très vite sur ce 400 mètres. Impressionnant. Là, il était très impressionnant. Il a su gérer la ligne droite opposée sans se faire embarquer par l'allure de Pierce. Grosse performance de Vitaly Tchouk. On a vu très bien gérer sa course, qui est parti plus doucement. Exactement. Qui a accéléré progressivement pour dépasser Pierce Lepage et Jérémy Lelièvre. Kouregnov n'a pas terminé, lui. On le reverra demain un petit peu à la manière de Kevin Mayer sur quelques disciplines pour se tester, tout simplement. Il faut comprendre ces athlètes qui sont en phase de préparation ici au mois de juin. On n'est pas sur un décastar habituel au mois de septembre. Et Vitaly Tchouk qui s'impose devant Pierce Lepage. Je pense que Pierce Lepage restera en tête demain avec le dossard de leader pour attaquer le 110 mètres qui est la première épreuve de la deuxième journée. On vous retrouvera. Vous voulez revenir nous voir, Ruben? Exactement, je repasserai. Parce qu'il paraît que vous aimez bien la perche, Ruben. Et bien ça tombe bien parce que nous, on se retrouvera sur France 3, Noah, la chaîne 100% Nouvelle-Aquitaine, dès demain à 13h pour le concours de la perche. Un concours de la perche qui promet, je vous l'assure, avec un Kevin Mayer qui sera là et qui va tout donner sur la perche. Soyez avec nous demain 13h et pourquoi pas avec Ruben Gado aussi. Nous, on sera là et on vous attend à 13h demain sur France 3 Noah. À demain. À demain.